Donc, on voit qu'on a plusieurs amis avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Marc, bonjour Hugo, bonjour Ben, bonjour Guillaume et bonjour moi et JF. Donc, on a un petit nouveau qui, en plus, est en Europe. Donc, Hugo, si ça te tente de nous dire quelques mots de où vient ta passion et ainsi de suite. Avec plaisir. Alors moi, c'est mon père qui m'avait montré les films. Et vraiment, je m'en souviens, avant de me montrer donc, la trilogie originale, il m'avait dit, prépare-toi, c'est exceptionnel. Et après, via les jeux vidéo. Et depuis quelques années, je lis les romans, je lisais que les comics avant. Et c'est vrai que j'avais un peu peur d'aborder les romans. Et au contraire, j'ai été que ravi des romans et de la qualité des romans, quoi. Je trouve ça très très bon, quoi. Vraiment, j'étais incroyablement surpris par les romans. Et du coup, je dévore plus que de ça, quoi. Après, au niveau de la chronologie, moi, je les lis de manière très bizarre. J'ai commencé par la trilogie de Zan sur le cycle de Thrawn. Et maintenant, j'essaie de coller entre les moments où ils ont été écrits, suivre plutôt la chronologie historique, on va dire. À quel moment ils ont été écrits, même si ça fait des sacrés bonds dans le temps, quoi. Donc là, j'en suis sur les Rock Squadron en ce moment. Ah, c'est bon, tu vas bien t'entendre avec Ben. C'est génial. J'avais un peu peur avant de commencer et c'est monstrueux. Vraiment, de mon point de vue, c'est incroyable. Là, j'ai dû tomber 80 pages avant de vous rejoindre. C'est génial. Oui, vraiment. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de façon de le faire. Tu le fais dans le sens que ça te tente, mais effectivement, il y en a qui aiment mieux commencer du début chronologique à la fin, là, mais c'est vraiment merveilleux. Ah ouais, non, c'est vraiment énorme. Alors après, j'en ai lu d'autres où je me suis amusé un peu à faire péter ma méthode de lecture, notamment Dark Plagueis. Et là, en ce moment, j'essaie de rester assidu, malgré l'envie forcément de lire Front qui a été traduit sur Zan, là. Le tome 2 devrait sortir, d'ailleurs. Mais moi, je suis ébahi, quoi. Vraiment. Excellent. C'est vrai que c'est des bons. Et ceux que tu as nommés à date, c'est vraiment tous des bons romans, là, comme d'habitude. Là. Il y en a des excellents, des bons, des moins bons, et ainsi de suite. Là, mais oui. Tu as commencé par, je dirais, moi, Tron, personnellement, j'aime beaucoup. Fait que tu as commencé par quelque chose qui est quand même assez bon. Puis, ce qui est Ah oui. spécial, c'est que tu dis que ça a commencé ça fait quelques années, je pense, les romans. Puis comme bien les vieux comme nous autres, tu as commencé avec Tron. Je pense que Tron, c'était le premier roman de Star Wars de beaucoup de gens. Là. Fait que je trouve ça cool que tu aies commencé par lui. Là. Alors, j'ai commencé par lui parce que quand j'étais petit, mon oncle m'avait passé le premier tome de la trilogie de Zan. Et je l'avais pas lu au final. Et je me suis dit, pétard, quand même, que je le lise enfin. Il m'avait donné il y a 15-20 ans. Et du coup, j'ai attaqué par ça. Et ouais, non, ça me semble normal de commencer par ça aussi. Ah, c'est une bonne idée. Il n'y a pas vraiment de début meilleur que d'autres, là, mais c'est vraiment excellent. Mais en tout cas, Oui, on puis est super content que tu es là avec nous. ah, moi aussi, je suis très content que vous fassiez ça. C'est vraiment top. Excellent. Fait que si tout le monde est d'accord, on va commencer. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les livres qui sont reliés au film de Rogue One. Fait que le film Rogue One qui a été fait par Disney dernièrement, et ainsi de suite. Pas dernièrement, mais quand même dans les derniers films. Et puis, les 4 livres qui sont reliés à ça. Donc, Rogue One, Catalyseur, Gardien des Whills et Soulèvement rebelle. Et aussi, il se greffe à ça la petite BD de Rogue One de Panini à la fin. Donc, on aura un invité spécial vers la fin, quelqu'un qui est comme dans l'âge cible, même s'il n'y a pas vraiment d'âge pour les DBD, mais il va venir nous raconter son expérience avec ça, et ainsi de suite. Fait que je vais laisser la parole aujourd'hui à mon collègue Jean-François. Donc, c'est Jean-François qui va faire la présentation. Donc, JF, quand tu es prêt, ben, tu me le dis, puis on passe ça.
Dans le fond, j'imagine que tu veux que je starte en disant le résumé de Rogue One. Je vais juste faire une petite introduction avec un petit PowerPoint. Puis après ça, go wait, je vais te laisser faire le lecteur des résumés. Pas de problème. On va y aller avec un partage d'écran. Et moi, je ferai la traduction en Twi'lek pour les autres. Excellent. Donc, on y va comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si certains ont regardé The Bad Batch, mais j'ai trouvé excellent qu'ils aient gardé le gros accent français en anglais pour la race Twi'lek. Ouais, ça, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Un peu comme disait Claude, donc on va parler de Rogue One et sa littérature dérivée. Donc ici, j'ai mis les romans et la BD là, qui sont dérivés du film Rogue One. Je voulais parler un petit peu de Rogue One. Au départ, c'était peut-être un film d'espionnage. Ça, c'était l'équipe de départ. Oui? À date, on ne voit rien à l'écran, juste pour te dire. Là. Ah, vous voyez rien à l'écran? OK. Oui. On va repartir ça. Exact. On travaille la technique, puis on y arrive. Je reviens ici. Ah, mon erreur, j'avais oublié de dire quelle page. Oui, utiliser la force. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Comment ça s'apparaît? OK. On voit ton écran, mais on ne voit pas l'image. On voit ton écran. Non, c'est normal, je ne l'ai pas encore lancé. C'est bon. Et voilà. Bon, et voilà. Oh yeah. C'est mon fils. Moi, j'ai fait parce que mon fils a fait les effets spéciaux, une chance. Donc, comme je disais, ça, c'est on va parler de Rogue One et sa littérature qui en a été dérivée. Les 4 romans en question, ainsi que sa BD. Et comme je m'en allais dire avant que je réalise que le PowerPoint n'était pas parti, je voulais parler aussi un peu du film Rogue One comme tel, comme pour me donner un fond. Au départ, Rogue One, c'était prévu que ce soit un film d'espionnage. Puis l'équipe originelle ressemblait à ça. Originalement, là, c'était ça. Versus aujourd'hui. Puis, dans l'équipe originale, vous voyez qu'il y a comme un gros alien vert qui a un petit alien dans son sac à dos. Oui. Eux, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient se servir de ce petit alien-là pour qu'il se promène dans les conduits d'aération. C'était ça l'idée au début à propos de cette équipe-là, de ce personnage-là. Ensuite, ils ont changé d'idée. Ils voulaient surtout avec Rogue One montrer la poigne de fer que l'Empire avait sur la galaxie, leur occupation qu'il y avait là, sur place. Parce que dans les films, on voit surtout la rébellion ou la Nouvelle République, appelez ça comme vous voulez, ou la République versus l'Empire. À la limite, il y a des gens qui aimaient, puis j'en faisais partie, je pense, qui aimaient l'Empire parce qu'on les trouvait cool. Il y avait un bel armement, un bel armure. Mais on s'en a un peu parlé de ce qu'ils faisaient, l'esclavage des Wookiees, mais on n'a jamais vraiment vu à quel point il était, comment je peux dire ça, désagréable d'être sur la joug de l'Empire. Donc, on va commencer avec le roman Rogue One, l'adaptation en roman. Avant de commencer, ce que je dirais, moi, j'ai surtout trouvé que les personnages qu'on voyait beaucoup dans le roman, que c'était plus approfondi. Il y avait le Buddy Rook, le pilote. La relation entre Jyn et Cassian aussi est plus approfondie. Et aussi la relation entre, pas Cassian, mais Jyn et Mon Mothma. Là, je vais retirer les PowerPoint. Ce ne sera pas bien long. Puis de partage d'écran. Boum. OK. Comme j'avais dit un peu à Claude au début, ce qui est de l'adaptation du roman de Rogue One, on ira. Je ne raconterai pas l'histoire, on l'a tout vu. Je vais plus parler de qu'est-ce que ça l'amenait un peu de plus. La première chose, dès les premières lignes que tu lis, ce que tu vois, c'est que je dirais qu'il y a beaucoup d'extraits qui ont été coupés au montage qui les rajoutent. Ça, c'est vraiment intéressant. Au début, là, quand tu vois que Krennic qui débarque pour aller rechercher Galen, mais tout de suite, hey, tu dis tabarnak, je suis choqué. Et la conversation était plus grande. Ils ont tout de suite rajouté ces textes-là. Puis tout le long du livre, c'est comme ça. Sans t'en rendre compte, ben oui, tu t'en rends tout de suite compte, ça saute aux yeux, là.
as 3-4 phrases de plus dans chaque scène. Bien, pas dans chaque scène, mais dans certaines scènes. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'ils ont été capables de prendre ce qui était enlevé au montage et les rajouter. Ça rend vraiment la chose intéressante. L'autre chose aussi qui est bien, entre certains chapitres, on voit des échanges, mais vraiment carrément des échanges de courriels qui ont lieu entre Galen et un de ses supérieurs dans l'Empire qui demande pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu fais l'installation comme ça. Puis on sent vraiment le mépris de son supérieur vis-à-vis de Galen. Puis en même temps, mais ça explique pourquoi l'étoile noire s'est retrouvée à avoir une faille. Comment elle a fait pour la faire passer sous les yeux de tout le monde dans l'Empire, puis que personne ne le voit là. Fait que ça, c'était vraiment intéressant aussi, cet échange de courriels-là à ce niveau-là. Ça nous permet de voir ça. Jusque-là, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux rajouter, Claude, ou si tu veux que je continue. Non, c'est correct, vas-y. Okay. T'es bien parti, c'est parfait, oui. OK. L'autre chose aussi que j'ai trouvé vraiment intéressant, quand ils décident que l'étoile noire efface Jedha, pour faire un exemple, on tue du monde pour faire un exemple, il y a 3 scènes qu'on voit comment les gens le vivent, cette attaque-là. Il y a une scène en particulier, je me souviens, eux, l'Empire pensait qu'ils avaient évacué tous leurs soldats de Jedha, mais ce n'est pas le cas. Il y a une patrouille qui est restée là. Ben oui. Ouais. Puis là, eux se demandent vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai trouvé ça super parce que tu le vois live dans le livre, là, comment ils vivent ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'était pas supposé être rappelé. Pourquoi on se fait. C'est vraiment bon. Il y en a un autre, c'est une famille qui le vit. Puis c'est drôle à dire, là, je lisais ça, ça me faisait penser là, au film Titanic, quand le bateau coule, puis que tu vois des scènes où il y a des familles qui ont décidé c'est bon, on va mourir. Puis là, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on voit la mère qui couche ses enfants, puis que finalement, ils vont finir par être noyés. Mais c'est un peu ça aussi, cette scène-là, c'est que tu vois que finalement, ben, on s'y résout, on va être éliminé, là, c'est enclenché. Les enfants, que voulez-vous, ça va être comme ça. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant là, de nous voir, de nous faire vivre comment que ça se passait sur Jedha quand l'Étoile Noire décide de faire feu à ce niveau-là. L'autre chose aussi que j'ai trouvé dans le film Rogue One, comme je dis, on sent vraiment l'occupation de l'Empire sur Jedha. Même au début, le nom m'échappe, la première planète où est-ce que Cassian va tuer son informateur. Là, on sent vraiment l'occupation de l'Empire. Mais en plus, sur Jedha, tu sens vraiment la misère. Là. Il n'y a personne qui a d'argent qui reste là. Tu ne sais même pas s'il arrive à se nourrir. Ça a l'air vraiment pauvre. Oui, vas-y, Guillaume. Le nom que tu cherches, c'est l'anneau de Kafren. C'est un avant-poste commercial. Oui, exact. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis c'est ça, c'est drôle à dire parce qu'hier, je regardais justement le film avec mon fils, Rogue One. On voulait le réécouter avant de faire le podcast. Puis tout de suite, quand il tire, je dis, as-tu vu, Mathieu, comment la présence d'Empire est là? Il vient de sur son informateur, puis tout de suite, les Stormtroopers arrivent. C'est pas long, ils sont pas loin. Il n'y a pas de police, c'est l'Empire qui est là. Fait que ça, quand je reviens, c'est ça c'est qu'on voit que Jedha, c'est la misère. C'est pas le fun d'être sur le joug de l'Empire du tout. Qu'ils disent qu'ils protègent les gens. Pas sûr. Là. Moi, c'est vraiment une dictature. Tu le sens vraiment. Quand tu fais les lectures aussi, tu sens cette misère-là. C'est bien fait pour ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé dans le roman de Rogue One, on voit la relation plus approfondie entre Jyn et Cassian. Mais pas une relation amoureuse. Tu sens vraiment que Cassian, plus il voit, plus il apprend à connaître Jyn, il y a vraiment une admiration pour elle. Mais vraiment, là, il la trouve forte, il la trouve courageuse. Il met vraiment beaucoup d'espoir en elle au niveau de la rébellion. Là. Chaque geste, même quand elle tient tête, même quand après qu'elle sache qu'elle a essayé de tuer son père, puis qu'elle le confronte, il y a un immense respect pour elle tout le long. Là. Ça, c'est bien décrit, c'est bien ressenti. Pareil pour Mon Mothma versus Jyn. C'est limite maternelle, je dirais. Elle cherche à l'aider.
est vraiment désirée de ne pas pouvoir aller de l'avant parce qu'elle n'a pas le vote du conseil, là, finalement. Mais tu sens vraiment qu'elle prend comme Jin sous son aile, puis elle aussi, elle fonde beaucoup d'espoir en Jin. Tu sens vraiment ce respect-là. On voit aussi très bien la rivalité encore plus en profondeur entre Krennic et Tarkin. On sent encore plus le mépris de Tarkin vis-à-vis de Krennic. Ça, c'est encore plus approfondi à ce niveau-là. Revenons. Ah oui, je revenais à Krennic, je ne voulais pas oublier ça. Comme je disais au début du livre, il rajoute comme des choses qui ont été coupées. Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, au début, Krennic débarque, il faut que tu reviennes. Galen cherche à cacher sa fille et sa femme, mais finalement, Lyra, sa femme, refait surface avec un gun et menace Krennic. Puis là, Krennic la fait abattre par les Death Troopers. Mais Krennic, dans ce livre-là, on voit vraiment que je ne sais pas si on peut dire que c'est un homme cruel ou qui est juste pas conscient de ce qu'il fait. Parce qu'on voit après ça, bon, il a tué la femme, Lyra est morte, fait qu'il embarque Galen dans un vaisseau, puis ils s'en vont vers Coruscant ou vers le laboratoire pour poursuivre les recherches. Puis dans le vaisseau, là, sur le retour, là, sa femme il va se faire tuer tout simplement, puis Krennic il parle à Galen comme si rien n'était. Ah, t'inquiète pas, on va leur retrouver ta fille. Et là, tu te dis, mais voyons, tu viens de tuer sa femme, tu te prends comme étant bon, gentil, je vais leur retrouver ta fille. Puis encore là, c'est. Dans quel sens tu sais, on va retrouver ta fille? Elle ne se sauvera pas longtemps nous autres ou inquiète-toi pas, là, je sais que c'est ta fille pour toi, c'est important, on va te la ramener. Là. C'est ça, tout le long, Krennic est comme ça, il est très manipulateur, très cruel. Mais je ne sais pas s'il est conscient, sincèrement, parce que même quand l'étoile noire détruit Jedi, il est là, puis il regarde ça, puis il dit c'est merveilleux. C'est OK. Un comportement psychopathe, un peu. Oui, même sociopathe, je pense qu'on pourrait dire. Là. Il aime ça dans l'Empire, ce monde-là. Oui, ils sont recherchés, je pense, ce monde-là, dans l'Empire. C'est une condition à l'embauche. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, puis tout le monde autour de lui, il les voit comme des pions qui sont sacrifiables pour mener à bien ses plans, puis réussir. Puis il est prêt à sacrifier même Galen Erso, qui était un de ses anciens amis et collègues du passé. Il sacrifie même son épouse, là, tu sais, fait que c'est assez psychopathe à mon goût. Oui, puis quand il le fait, là, c'est sans hésiter. Là, tu sais, je ne sais pas si on se souvient dans le film, elle pointe avec son arme, puis là, les Death Troopers tout de suite la pointe. Puis je pense qu'il n'a même pas attendu une minute. Feu! Ça n'a pas été long. Là. Comme tu dis, c'est tous des pions là, pour lui. Là. C'est fait d'une froideur incroyable. Là. Je ne sais pas si Claude, tu l'as rajouté pour ce film-là, c'est un des films Star Wars qui vient me chercher le plus au niveau émotion. L'émotion dans ce film-là, écoute, j'imagine que l'accent a été mis là-dessus, mais le pic émotionnel est vraiment hallucinant du début à la fin. Là, puis, wow. Là-dessus, là, wow. C'était mon commentaire. Vas-y, Ben. Oui, j'aimerais qu'on parle de Saw Gerrera. Est-ce qu'il approfondisse plus dans le livre le personnage? Oui, tu vas en trouver par contre là, ce qui va être plus approfondi, c'est dans le soulèvement rebelle. OK. Là, c'est vraiment sa relation avec Jin est vraiment bien approfondie. Là, ça, c'est le fun pour ça. Là. Il en parle un peu plus. Mais comme je te dis, là, ceux qui sont le plus approfondis, c'est Buddy Rook. Ah, d'ailleurs, j'ai dit ça puis je n'ai pas parlé. C'est Buddy Rook, quand à un moment donné, on voit Saw Gerrera qui est paranoïaque, puis il dit toujours des mensonges, chaque jour des mensonges. Puis là, le nom m'échappe, puis il dit, va faire que tu fasses le test avec l'espèce d'alien avec les tentacules. Le Boudarek, je ne sais pas quoi. Là, Oups, je pense que Guillaume le monstre, c'est un Meiran, puis il l'appelle Bor-Gullet. Oui, c'est ça, Bor-Gullet, exactement. Mais quand il subit le traitement dans le livre, ils décrivent. Là, tu le vois vraiment, là, il pense à son enfance, il pense au moment que s'était fait embaucher par l'Empire, il pense à tout ça. C'est vraiment intéressant. On en sait un peu plus sur la vie de Buddy Rook. D'ailleurs, je te dirais, dans le livre, l'adaptation en roman de Rogue One,
c'est vraiment, lui, je dirais, le personnage qui est le plus développé. Je ne te dis pas que c'est développé énormément, mais c'est lui, je pense, qu'on apprend le plus sur lui. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, là. C'est un autre personnage qui est intéressant aussi, Buddy Hood. Fait qu'on apprend un peu plus, effectivement, sur lui, là, un peu plus sur son passé. Puis, quand il sort de prison, même quand il est dans le vaisseau après ça en direction de Yeru, il est encore sur le choc, là, parce qu'il l'avait dit, Sogera, il y en a qui ne ressortent pas de ça, là, qui restent fous à jamais, mais il est encore ébranlé. Là. Ça, j'ai trouvé ça bien, ça continue là, ce bout-là. Quand il débarque sur les plages, pourquoi? Là, c'est parce qu'on est en podcast, que je lis tous les noms des plages une après l'autre. Scarif, c'est ça. Mais effectivement, là, tu vois plus aussi son implication, puis qu'il repense à Galen qui avait dit qu'il faisait confiance, tout ça. Ça aussi, tu le vois, là. C'est vraiment intéressant pour ça à ce niveau-là aussi. Oui, vas-y. Ce qui est bien dans ce livre-là, pour avoir lu, quand tu lis tous les romans qui sont liés au film, moi je crois que Rogue One, c'est pas mal le meilleur. Parce que autant il raconte l'histoire, mais il s'est tellement entremêlé, comme tu disais tantôt, de petites anecdotes, petites informations partout. Donc, tu vois pas la même scène exactement que dans le film. Tu as de l'information, hop, la scène revient, tu as de l'information, la scène revient. Tandis qu'habituellement, il refaisait les scènes pratiquement au complet dans plusieurs des livres reliés au film. Puis tu avais des scènes séparées qui rajoutaient. Rogue One, je trouve qu'il est bien fait pour ça, c'est que tu vois comment les gens pensent, tout en voyant la scène se dérouler. Puis Krennic est bon là-dedans, parce que Krennic, tu l'entends penser, tu l'entends. Tu sais qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais à quoi il pense. Il y a une idée en tête. Comment des fois, il ne voit pas les choses, ou il est entêté. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait, ce livre-là. C'est le meilleur du groupe. Pour les livres de films, là, il est bien monté. Oui, puis je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyais une adaptation de livres. En tout cas, je n'ai pas lu des tonnes, remarquez bien, là, mais tout de suite de Star Wars, à part les séquelles, je les ai lus. Puis c'est la première fois que je voyais ça, que quand on remet ce qui a été enlevé au montage. C'était vraiment spécial. Les scènes, je suis coupé. C'est clair, c'est très clair. Tu vois que les scènes qui sont nouvelles vont très bien avec le film. Oui. C'est ça, il manquait probablement le temps pour le film qui ont dû les couper, mais oui, effectivement. Il y en a... Oui, vas-y. Une autre question, c'est dans le livre, est-ce qu'ils approfondissent les Wills? Je dis ça parce que l'année passée, quand j'ai lu le premier roman, La Guerre des Étoiles, l'introduction à La Guerre des Étoiles, c'est signé par le Journal des Wills. Hein? Directement. Oui, la première chose, le premier paragraphe que tu lis du premier livre de La Guerre des Étoiles, c'est signé le Journal des Wills. C'est George Lucas qui a fait ça. Si vous allez le voir quand vous avez le temps. Je ne le savais pas, j'ai comme steppé quand j'ai vu ça. Hein? C'est eux autres qui introduisent l'histoire, la grande histoire de La Guerre des Étoiles, qui expliquent la République, que le sénateur Palpatine est rendu empereur, mais je ne sais pas s'il approfondissait ça dans le livre Rogue One. C'est qui les Wills, c'est qui le... Non, il l'approfondit pas, mais là, c'est moi qui step. Je ne savais pas qu'il y avait ça dès l'épisode 4. Les Wills sont même dans les premiers scénarios, les premiers drafts. Je ne peux pas dire à quel draft il est, mais les Wills sont dans les drafts de l'épisode 4, là, dans le fond. Là. Okay. Ils viennent d'en disparaître des films, mais on les voit dans certains... Moi, j'ai lu l'immense livre de Making of. Là. OK. Il en parle des Wills là-dedans. C'est dans l'histoire du début. C'est vraiment intéressant. Mais pour les Wills, tu vas en avoir plus dans les gardiens des Wills. C'est ça. C'est plus ça que tu vas en avoir, là. C'est pour ça que moi, j'appelle ça la littérature dérivée, ce qu'ils ont fait autour des Rogue One, j'en reviens pas quand ça fait vraiment ça. Là. Sincèrement, là, c'est fou. Là.
je ne veux pas blâmer ce qui était fait avant, c'était d'autres contextes, c'était différent. Si on prend par exemple, le nom m'échappe, le roman qu'ils ont fait qui se passe entre le 5 et le 6. Shadow of the Empire. Oui, c'est ça. Ouais, les ombres de l'Empire. Ouais. Les liens ne se font pas aussi forts que vous allez voir quand on va en parler des autres romans. C'est incroyable. C'est autre chose. Mais comme je dis, c'est un autre contexte. Les gens ne connaissaient pas encore tout l'univers de Star Wars complet. George Lucas n'avait pas encore tout jeté ses bases. Là. Il y a ça aussi. Là. Mais vous allez voir, là, les autres, c'est quelque chose. La seule déception que j'ai eue du roman de Rogue One, la scène la plus épique de Rogue One que tout le monde a adoré, que Darth Vader déchire tout le monde, là, il n'en parle pas du tout. Oh. C'est vrai. C'est vrai. Ça l'arrête quand Jyn et pas Galan, mais Jyn et Cassian meurent sur les plages de Scarif. Et corrigez-moi, Claude et Max, si je me trompe, ça reprend. Ils remettent en main propre les plans à la princesse Léa. Ouais, une affaire comme ça, ouais. Mais ça reste que c'est une scène visuelle. Ouais. Et de voir le sable laser en littérature. Non, ça, c'est ça. C'est moins spectaculaire. Je pense que le film voulait tout dire, je crois. Parce que c'est la scène qui a fait le hype le plus débile. Là, fait que... Ouais. Ah non, ça c'était un méchant. Puis je me suis. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ben voyons, j'ai dit, ça se passe pas de mal dans l'épisode 4, là, Darth Vader, il est pas là. Moi, je pensais qu'il reprenait vraiment, tu sais, au début, quand les Stormtroopers rentrent, puis là, t'attends, le gars sont à genoux, puis attendent qu'ils rentrent. Voyons, sur le coup, j'étais choqué. Puis après, non, j'ai réalisé, effectivement, non. C'est encore avant, là. Oui. Là, j'ai hypé solide, là. Mais sur le coup, j'étais choqué. Non, c'était pas ça. Pourquoi ils font ça? Puis quand tu vois ça, c'est solide. Ah, notre invité de BD vient d'arriver. Il va bientôt se brancher, là. Il va pouvoir nous aider. Moi, ce que j'aime, c'est sûr que j'ai pas vraiment lu le roman, mais dans Rogue One, c'est un petit peu, ça rejoint ce que Claude disait, c'est vraiment un cliffhanger, c'est des montagnes russes d'émotions du début jusqu'à la fin. Tout le long, c'est genre, OK, pour réussir à faire ça, faut qu'ils arrivent à... Oups, Guillaume, on t'a comme perdu, ça a figé. Faut qu'ils arrivent à défaire le bouclier. On le voit. Il y a de quoi qui va mal. Il y a toujours de quoi qui va mal. Fait que t'es comme constamment, genre, c'est intense, là, tout le long, là. Jusqu'à la dernière seconde, même. Mais tu le sais. Tu le regardes, tu sais qu'ils vont tous mourir un par un. Dès qu'ils arrivent à Scarif, c'est clair que ils vont tout le temps avoir besoin de quelqu'un pour avancer. Oui. Un sacrifice, Ils sont tellement dans le truc que... Puis c'est vrai, puis même à un moment donné, les gars, là, je ne sais pas si c'est la nervosité, tous les noms m'échappent un après l'autre. Le droïde, je vais dire un sacrilège, je pense que je l'aime plus que les droïdes K2SO. K2SO. À un moment donné, il dit carrément là, à Jyn et à Cassian, non, vous ne pourrez pas repartir. Il dit carré comme ça, vous allez mourir ici. Là. Mais cette fatalité-là, là, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si c'est ça qui rend les histoires meilleures, parce que je fais partie de plusieurs groupes Facebook, là, si on oublie ceux qui sont vraiment juste centrés sur un point particulier. Puis quand ils font des sondages, les top 3 films qui ressortent, c'est épisode 3, épisode 5, puis Rogue One. 3 films ou 3 histoires qui finissent mal. Puis je ne sais pas si c'est cette fin tragique-là ou cette fin fataliste-là qui fait que les gens, comme tu dis, Claude et Max, ça génère plus d'émotions. Je ne sais pas. C'est sûr que oui. Ouais. On aime trop l'Empire. Je pense que personnellement, moi je pense que c'est la bonne écriture. Tu sais, cette histoire-là, elle est réfléchie, elle est intelligente, elle s'imbrique dans... Tu regardes tous les autres films qu'il y a eu, bon, on ne parlera pas de certains films, mais je veux dire, même dans la prélogie puis dans la trilogie originale, c'est pas tous les films qui sont aussi bien écrits que ça, aussi intelligents, tu sais, les idées qui suivent, tout. Je pense que c'est quelque chose, l'écriture, là, ça fait un gros... Oui. En plus, Rogue One, ça aurait été facile de se planter. Tu sais, tu fais un film, tu sais que tu n'as pas le choix de faire mourir ton monde, ils ne sont pas là dans le 4. Dans l'histoire, là. C'est ça. C'est des personnages importants, mais ils ne sont pas sur Yavin dans l'épisode 4. Donc, il faut qu'ils meurent.
Oui. Comme ça, puis vas-y, fais ton film. Faut que tu gardes l'émotion. Ça donne tellement plus de valeur au plan que R2D2 porte pour le film. Là. C'est comme si tout le monde sont morts pour ce qu'ils transportent. Là. Oui, c'est vrai. R2D2, c'est la une dernière affaire chance. banale. Ouais, une affaire banale qui fait que ça apporte toute la valeur à ça. Ouais. Les gars, je vais juste me sauter grosse minute parce que Mathieu vient d'arriver puis il veut participer Pas de problème. Il a comme besoin de mon aide. Fait que, après C'est ça, bon. quand je vais revenir, c'est comme on peut enchaîner avec Catalyseur. Si on parle de Rogue One, on continuera. Je vous reviens. C'est bon. Je m'en occupe. OK. Fait que on vient de finir Rogue One. Y a-t-il quelqu'un qui a d'autres choses à dire pour Rogue One? C'est bien correct, hein? Alors, moi, je peux bien ajouter de quoi le temps qui... Il y a un petit truc que Disney m'avait déçu un petit peu. C'est quand Rogue One est sorti, il y avait juste Force Awakens qui était sorti avant. Ouais. Il n'y avait pas encore The Last Jedi et tout. Puis je m'étais dit, OK, là, tu fais un film qui se passe entre tes trilogies quasiment. Je me disais, c'était l'occasion rêvée pour introduire des personnages qui ont rapport avec ta trilogie que tu es en train de faire. Mais finalement, ils n'ont pas fait ça. J'étais comme déçu qu'ils n'en profitent pas, quoi, qu'ils ne profitent pas de cette occasion-là. Tu sais, je donne un exemple comme ça, ils auraient pu faire en sorte que, mettons, si Cassian puis Jyn ne seraient pas morts, ils auraient pu faire en sorte que ce soit les parents de Rey. Je donne un exemple comme ça. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est une opportunité manquée. Finalement, après avoir vu les sequels, je me dis, ils ont peut-être bien fait de ne pas faire de lien. mais ouais, vas-y. Je me rappelle par rapport à cette situation-là, les gens qui n'étaient pas trop fans, pas trop connaisseurs dans ce temps-là, je sais que les fans, il fallait qu'on explique où se situait ce film-là dans la ligne du temps parce qu'il y en a qui étaient mélangés. Il y en a qui pensaient, c'est-tu la suite à The Force Awakens? Je me rappelle de ça, là, ceux qui n'étaient pas trop fans et qui allaient voir ça, là, c'est comme... mais en même temps, nous autres, on savait tout. Là, fait qu'on disait, non, ça se trouve là, Fait que, bref. Il y a eu des anecdotes. Là. C'est où dans la ligne du temps? Là? C'est ça. Mais c'est vrai, mais c'était quand même dur de le faire parce qu'on savait tellement qu'est-ce qui arrivait à tous les personnages pendant 3 films que de réussir à faire passer un personnage de Rogue One jusqu'à The Force Awakens, qui est aussi 35, 36 ans après, même pas 41 ans, 41 ans. Il y aurait moyen. En temps réel. Tu peux soit le vieillir, tu peux faire que ce soit un droïde qui a survécu. Tu sais, il y a plein de moyens de faire des petits liens que tu fasses comme ah, ok, lui, on l'a vu dans Rogue One. Tu sais, genre, des petits liens. Je demandais juste ça. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas eu. Juste pas, si je peux terminer aussi, je me rappelle un des plus beaux moments, les plus beaux feelings, la première fois que tu vois Rogue One, de voir Tarkin se tourner, c'est un grand moment de cinéma. Là. Ils ont refait l'acteur, c'est comme bien réussi. Là. C'est comme ça. La première fois qu'on en voyait un refait, puis je m'imaginais à penser, être un membre aujourd'hui de la famille de monsieur, voyons, je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'acteur, là, mais ça doit être complètement là. C'est Nono, ce que je vais dire, j'avais l'impression que la prestance était conservée. Pardon? J'avais l'impression que la prestance que Tarkin avait dans l'épisode 4 était encore là, même si c'était du CGI. C'est vraiment. J'en partais totalement. Moi, je me rappelle, écoute, j'ai steppé sur ma chaise. J'avais hâte qu'il se retourne parce qu'on voyait un peu son reflet dans la fenêtre du Star Destroyer. Puis non. Puis là, on se rappelle de celui un peu manqué de Revenge of the Sith, là, qui ont tenté de le refaire à la fin. Mais là, quand il se retourne, on a entendu des murmures dans la salle. Là. Oh my God! C'était vraiment beau. Là. Excusez-moi, j'ai réalisé que Michel est arrivé. Tu es arrivé pendant que j'étais parti. Salut les garçons! Contente de vous voir, ceux qui ne me connaissent pas, Michel, une fan de Star Wars aussi. Puis là, écoute, je me suis donné le goût de venir me voir. Là. J'avais de quoi avant, mais je me suis organisée pour aller venir jaser un petit peu avec vous autres. J'en ai un autre qui rentre. Mon fils. Excellent et la bienvenue, Michel, comme d'habitude.
tellement contente. Finalement, j'avais dit que je pouvais pas, puis là, quand je me suis dit, comme c'est écrit aujourd'hui, je me trouvais drôle. Je là, mettons là, que je voudrais arriver plus tard. Là. Puis finalement, bonne nouvelle, on a juste fait le premier roman. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter. Parfait, Excellent. parfait. Toi, t'as une tête de Mathieu. Rogue One, c'est vraiment un défi que je tripe dessus. Là. J'ai vraiment capoté sur ce film-là. Ça nous amène ailleurs, on dirait. Là. Puis, tu sais, je sais pas, on dirait qu'ils ont réussi à garder l'espèce d'esprit, là, tu sais, de feeling qu'on avait là, avec les films originaux. Là. J'ai trouvé ça impressionnant. Parce qu'on s'entend qu'après ça s'est gâté un peu. Mais c'est drôle ce que tu dis là. J'ai vu ou lu quelque part que ils ont fait exprès pour que les acteurs aient le look des années 79-80 pour être capable d'aller chercher cette. Oui, c'est ça. La moustache, tout pour être capable d'aller chercher le même effet qu'épisode 4. Mais c'est préparer un film. Oui, ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Ça nous replonge dans l'esprit. Oui. Ouais. Mais c'est ça, là, tu parles de quelqu'un qui a vraiment préparé son film, qui a pensé aux détails. Tu sais, dans cet univers-là, c'est tellement important parce que nous autres, on les remarque tous, les détails. Fait que, tu sais, puis je pense que, tu sais, on le sait, là, les fans de Star Wars sont légèrement pointilleux, on va dire ça de même. Là, je ne veux pas vexer personne. On est légèrement pointilleux. Fait que là, si tu arrives à... Ton film n'est pas prêt. Si tu n'as pas pensé à plein d'affaires, c'est sûr que ça ne peut pas donner un bon résultat. Puis, pour vrai, Rogue One, malheureusement, mes enfants, c'est celui qui aime le moins. Eux autres, ils trippent là, beaucoup les épisodes 1, 2, 3. On se rappelle, moi, j'ai des enfants là, de 6 ans, 9 ans. C'est normal. Mais à chaque fois qu'ils me demandent quel film on regarde, Rogue One, non, Ouais, mais ça, c'est comme le café ou le vent. Là. Ça va falloir qu'ils grandissent pour pouvoir... Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour eux autres, ben, c'est ça. Il n'y a pas de bataille. Ben, oui, il y a des batailles, mais tu sais, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de Jedi. Je pense que c'est ce côté-là qui trippe pour l'instant. Là, mais effectivement, déjà, son fan de Star Wars, au grand dame de mon chum, qui lui trippe pas tant. Fait que... Il y a moins de couleurs. Les couleurs d'épisode 1, 2, 3, c'est plus flashant, puis c'est plus... pour un enfant. Ils ont été faits pour les enfants aussi. Oui. Puis comme disait Guillaume, Rogue One, là, il est fait, puis il va chercher autant la prélogie que les originaux. Il fait vraiment des liens entre les deux. Là. C'est bien fait pour ça, sincèrement. Là. Parce que quand tu vois Mon Mothma puis Ben Organa arriver, oui. Hey, c'est vrai, ce que là, tu as comme les originaux avec la prélogie. Hey, bon, Marc, j'adore. Quand il va revenir, quand tu vois les mêmes acteurs, les mêmes qui se ressemblent, qui reconnaît. Tu vois, puis le film que Disney avait fait juste avant, le seul film qu'ils avaient fait avant, c'était Force Awakens. Puis dans Force Awakens, plutôt que d'honorer la prélogie, ils s'en étaient moqués dans le film. Fait que là, ils ont vu la réaction des fans, ils se sont dit, oh, on a peut-être fait une boulette. Puis là, avec Rogue One, ils ont corrigé ça. Et là, c'était le fun. Le lien des deux. Et moi, étant un très grand fan des séries animées, dans le livre, autant que dans le film, on entend et on lit le général Syndulla. Oui. Et des rebelles. Oui, c'est vrai. Même dans le livre, on voit son nom passer dans l'appel. Tu vois, ça, j'ai regardé le film aujourd'hui. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, le film, mais c'est aujourd'hui que j'ai remarqué ça. C'est genre, ils l'appellent, genre, ils sont dans la base dans Twin, je pense. Non, c'est peut-être... Il va tellement falloir que je le réécoute, là, parce que j'avais pas lu encore. Puis là, on entend dans le background, Général Syndulla est appelé... Il l'appelle pour quelque part. Tu vois les gros. On voit Chopper passer derrière moi. Oui. Mais il faut donner quelque chose à Disney. Moi, il faut que vraiment je leur donne ça. Là. Il y en a qui appellent ça du fan service. Moi, j'appelle ça des petites récompenses. Depuis que Disney est là, il faut que je donne ça. Là. Ils en font des caméos, ils en font des Easter eggs. Autant dans les romans, des BD que dans les films, dans les séries animées, là, c'est des crossovers, c'est vraiment cool. Là. Sincèrement, là, moi, personnellement, là, j'adore ça. Moi, j'adore. Puis c'est ça. Puis depuis 1 an ou 2, je fais comme Hugo. Maintenant, quand je lis les romans, j'y lis avec la date de parution.
je suis pas à la chronologie comme ça, je peux voir les Easter eggs, je peux voir. Ah, ben oui, je sais, j'ai vu ça dans tel livre, j'ai vu ça dans tel film. Je peux le voir là, maintenant, puis ça j'apprécie vraiment. Là. Yep. Il y a Hugo d'ailleurs qui dit « Je voudrais saluer le compositeur de la bande originale de Rogue One, qui était engagé à peine plus d'1 mois avant la sortie du film. » Ouais. Le compositeur de quoi? La trame sonore? Oui, la trame sonore, effectivement. Ah non, mais la trame sonore de Rogue One m'a dit comme Hugo, là. Oh! Elle est bonne. Ah oui. Elle est très bonne. Très bonne, puis c'est drôle, hein? Ça sonne Star Wars, même si c'est pas les... Comment je fais ça, là? Même John si Williams, c'est John Williams, là, mais effectivement, c'est vrai que c'était bon quand même. Oui. Claude, c'est toi le chef d'orchestre. Avant d'aller avec Catalizeur, je ne sais pas si tu voulais nous présenter mon fils. Oui, bien, effectivement. Mathieu est rentré avec nous. Mathieu, t'avais-tu quelque chose à dire de Rogue One? Ben, que c'est un de mes films préférés, ben, c'est mon 2e après le 3. Puis c'était vraiment intéressant, puis ça nous a vraiment bien expliqué qu'est-ce qui se passait avant le 4, comment ils ont eu les plans. Là. Cool, excellent. Rappelle-nous ton âge, Mathieu, juste pour donner, pas pour dire qu'on est vieux, mais juste pour rappeler. Ça ne nous rajeunerait pas. J'ai 13 ans. Excellent. Fait que ça, c'est merveilleux parce que ça donne une idée, tu sais, de jeunes de ton âge, tu sais, parce que des fois, on n'a pas les mêmes idées quand on devient vieux comme nous autres. Mais c'est bon, ça. Merci. C'est vrai, on a deux qui rajeunissent la moyenne d'âge aujourd'hui, Hugo et Mathieu, qui nous rajeunissent un peu. Ça fait du bien. Excellent. Fait que dans le fond, ben, je pense qu'on a tout dit. On va y aller avec Catalyseur. OK. Fait que je vais essayer, encore une fois, de faire une toute petite PowerPoint. On y va comme ça. Partager. C'est sûr que quand tu as vu les originaux à la date qu'ils ont sorti à l'origine, Donc, maintenant, on va aller vers le roman Catalyseur, qui se veut le prologue de Rogue One. Là-dedans, ce qu'on voit beaucoup, on voit la relation entre Galen et Lyra. On voit encore beaucoup. On voit encore plus approfondi la rivalité entre Tarkin et Krennic. Et aussi, la relation entre Krennic et la famille Erso. Comment il les a manipulés. Là. Vous allez voir, là, on va en discuter. C'est spécial. Là. Donc, on va retirer le PowerPoint. Et voilà. Je vais aller prendre mes petites notes. La première chose que je dirais sur Catalyseur, c'est pas un roman d'action. C'est vraiment le jeu de coulisses. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je vieillis, mais je vous dirais que depuis 2-3 ans, j'aime plus les jeux de coulisses que l'action. Je ne sais pas pourquoi, là, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment les gens installent leurs tentacules, leurs toiles d'araignée pour tout contrôler. Là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que je sais que Catalyseur, il y a certaines personnes qui ont dit « Ah, il n'y a pas beaucoup d'action. » Moi, au contraire, c'est venu chercher. Là, ce jeu de coulisses-là, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Là, avant de continuer, j'allais oublier l'important. Tu laisses faire la lecture du résumé, Claude? Ben, vu qu'on n'a pas fait le premier, je pense qu'on... On ne l'a même pas fait, je ne l'ai pas vu. Il n'y en a aucun problème. N'oubliez pas qu'on est des professionnels. Seuls les professionnels peuvent faire ça. Nous vivons de ça à temps plein. En passant, pour ceux qui écoutent, c'est spoiler à fond aujourd'hui. Oui. By the way, là, en passant. Là. Effectivement, oui, j'ai oublié une couple d'affaires. Je pense que je vais être obligé de mettre des avertissements avant de mettre la publication. Famille, fait que là, on a comme oublié ce bout-là, là, mais nous autres, on le savait. Là. Ben, je savais qu'on avait 4 livres à faire, mais que je me suis dit, on va aller à l'essentiel. Mais, OK, je vais essayer de résumer un peu, puis ça se peut que je revienne, je vais revenir avant, arrière, là. Catalyseur. Catalyseur, ça commence
la guerre n'est pas encore finie. Ils sont encore en train de faire la guerre entre les séparatistes et la République. Galen, si ma mémoire est fidèle, avec sa femme, sont installés sur une planète qui est contrôlée par les séparatistes, même qui finit par se faire arrêter. Je pense que même que c'est à cause de sa femme, mais ça, je suis moins sûr. Ils sont comme accusés d'espionnage. Voilà. Oui. Je peux dessus? Oui, vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, la planète s'appelle Valt, c'est une planète de glace où il y a des cristaux Kyber, je pense. Mais au début, elle n'est pas séparatiste, mais les séparatistes arrivent, comme tu dis. Et quand ils arrivent, ils capturent Galen parce qu'ils pensent que c'est un espion de la République. Oui, c'est ça. Là, ça me revient. Tu as raison, tout à fait. C'est ça. Puis, Lyra est enceinte. Puis, comme Galen refuse, comment je peux dire ça, de participer, de collaborer, je pense que pratiquement tout le long qu'elle est enceinte, il ne la voit pas parce qu'ils sont emprisonnés dans des cellules différentes. Évidemment, Lyra, vu qu'elle est enceinte, on va la mettre dans un endroit plus confortable, façon de parler. Puis, encore là, comme je dis, on me prenait un peu. Dans ce roman-là, ce que je trouve bien, c'est que on pense qu'une fois, là, avant de ce roman-là, en tout cas moi, je pensais ça, on a comme l'impression que la République a gagné, ils sont devenus l'Empire, puis tout le monde, tous les systèmes suivent ça, puis c'est pas ça du tout. Les systèmes qui étaient séparatistes, la plupart se déclarent juste indépendants. Ils ne sont pas plus intéressés à poursuivre, que ce soit République, Empire ou n'importe quel autre nom, ils ne sont pas plus intéressés à poursuivre. C'est pour ça qu'il y a encore une guerre quand même. L'Empire cherche des moyens pour mettre la main sur ces systèmes-là. Donc, fait que je reviens à ce que je disais, fait que là, il est emprisonné, il refuse de collaborer avec les séparatistes, qui maintenant se déclare comme étant un système indépendant. Krennic va... Marc, si tu peux m'aider, là. Tu ne te gênes pas, tu l'as lu en toi aussi, Marc? Oui, j'ai lu. Ça fait longtemps, mais je l'ai lu au moment qu'il est sorti, donc ça fait longtemps, puis en anglais. Oui, vas-y, Guillaume. Si tu veux, j'ai comme écrit un petit résumé de... Ben vas-y, oui, je pense que ça va être la meilleure chose. Ça va être la meilleure chose, oui. J'ai l'analyse, mais j'avais pas prévu de pouvoir dire aux gens c'est quoi la ligne continue. Mais vas-y, Guillaume. Tu as bien commencé, c'est ça? Donc, ils sont capturés. Finalement, Krennic, qui est sur Coruscant, à l'époque, il ne travaille pas encore pour l'Empire, on l'a dit, c'est pendant la guerre des clones. Lui, Krennic, il est le chef des ingénieurs, puis il travaille sur les armes avancées, ces trucs-là dans la République. Il vient d'apprendre que justement Galen Erso a été capturé, c'était son ancien collègue et ami. Et il se dit, ok, mais ce gars-là c'est un génie, toutes ces recherches qu'il a faites, si jamais les séparatistes se rendent compte de tout ce qu'il sait, ils vont avoir des avancements d'armée, en tout cas technologiques. Fait qu'il arrive à convaincre du monde de faire une mission de sauvetage pour aller sauver Galen Erso. Donc c'est ça, il part avec un contrebandier qui s'appelle Az Hobbit pour aller sur une planète qui s'appelle Merge, c'est une planète séparatiste. Là-bas, avec un groupe à lui, ils vont réussir à capturer des scientifiques séparatistes. Puis il va faire comme un switch, il va dire, regarde, je vous donne vos deux séparatistes, vos deux scientifiques séparatistes, et en échange, vous me donnez la famille Erso. Fait qu'ils vont faire le trade comme ça. Puis évidemment, les Erso au début sont bien contents de se faire libérer, mais très vite ils vont déchanter quand Krennic va finir par bombarder leur ancienne base là où ils faisaient leurs recherches, pour pas que les séparatistes puissent avoir accès à quelconque information qu'ils avaient pu trouver. Là, après ça, Krennic essaie de recruter Erso pour travailler sur le projet de l'Étoile de la Mort en quelque sorte. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quand la guerre des clones est arrivée sur Geonosis, la République a mis la main sur les plans de l'Étoile de la Mort, évidemment. On sait que c'est ou Dark Sidious qui a fait en sorte que ce soit le cas. Et donc, avec ces plans-là, évidemment, ils veulent essayer de trouver un moyen de la construire. En plus de ça, il y a le chef des Géonosiens qui s'appelle Poggle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Géonosiens ressemblent à des espèces d'insectes.
Puis Krennic, il l'a capturé, pas Krennic, là, mais en tout cas, la République a capturé Poggle, puis Krennic essaie de faire un pacte avec ce gars-là, genre, tu sais, genre, je te libère, puis en échange, tu fais travailler tous tes géonosiens pour moi, puis on va construire mon projet, genre. Au début, il accepte, mais finalement, Poggle le trahit, puis il réussit à s'enfuir, puis à s'en aller retrouver le comte Dooku. Plus tard, Galen, il essaie toujours de recruter Galen pour son projet, mais Galen, ça ne tente pas trop. Entre-temps, Galen, il accepte un autre travail sur une planète qui s'appelle Lokori. C'est proche de Rylot, la planète des Twi'lek. Puis c'est à ce moment-là que la guerre des clones prend fin et que la République devient l'Empire. Après ça, Krennic revient, donc là c'est l'Empire. Krennic offre à Galen Erso le travail de ses rêves. Il lui permet de retravailler sur le développement d'énergie renouvelable pour des planètes reculées. Donc il met une enveloppe d'apparence positive sur « Oh oui, tu vas voir, ça va aider des milliers de personnes », mais en fait, lui, dans sa tête, c'est comme tu vas créer une arme. Un petit peu comme Einstein avec sa formule. Bref, Galen accepte. Il finit par... en plus, Krennic lui offre des Kyber. Il va pouvoir étudier les Kyber comme il voulait. Fait qu'évidemment, Galen Erso accepte. Il pense que ses recherches sont pour le bien de la galaxie. Mais tranquillement, Lyra, sa femme, elle va se rendre compte de certaines affaires. Puis elle va se dire, OK, c'est louche. Là, j'ai l'impression que Krennic fait des sales trucs. Là. Il a l'air d'avoir des bonnes intentions, soi-disant. Mais au final, il tue du monde. Puis elle va voir clair en lui. Fait que Krennic va essayer de la mettre de côté, l'envoyer ailleurs pour pas qu'elle mette des doutes dans l'esprit de son mari. Mais finalement, un des anciens alliés qu'ils ont eu, Az Hobbit, le fameux contrebandier, qui les avait déjà croisés puis qui les avait aidés un petit peu dans certaines situations, va leur proposer de sacrer leur camp, en quelque sorte, de s'en aller. Puis Galen Erso, puis sa femme avec sa fille, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont profiter de ce moment-là, ils vont quitter l'Empire, puis ils vont s'exiler sur la Mu, c'est la fameuse planète qu'on voit au début de Rogue One. Au début, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, à la fin, Krennic, il se jure qu'il va retrouver Galen Erso, puis il va le faire travailler sur son étoile. Parce qu'en fait, je pense qu'il a besoin absolument des connaissances de Galen Erso, parce qu'ils ont, oui, la structure, ils sont capables de construire la structure, mais l'armement, de le mettre opérationnel avec les cristaux Kyber, tout, c'est trop compliqué. Il n'y a aucun scientifique qui se connaît plus que Galen. C'est pour ça. Et le stabiliser, le rendre stable. Oui, exactement. Voilà. Vas-y, Ben. Il y a Benoît qui a la main levée comme un gentil écolier. On t'écoute, Benoît. Non, je me demandais justement par rapport à Poggle, le géonosien, quand que Krennic il va dealer, je pense, les plans ou la construction. Si tu veux, je pense dans le monde canon, la construction de l'étoile de la mort, le début se fait en orbite autour de Geonosis. Il me semble que j'ai lu ça dans le livre Tarkin, le seul livre que j'ai lu de canon, là, que la première phase se faisait autour de Geonosis, puis après ça, il s'en allait en orbite ailleurs. Oui. De mémoire, je crois que oui, effectivement. De mémoire. Oui, tu as raison, c'est ça. Oui. OK. Ben, Guillaume, un gros merci pour le résumé. Là, ça jette les bases. C'est parfait à ce niveau-là. Puis, dans ce roman-là aussi, ce qui est bien, encore là, on voit l'occupation, on sent très bien l'occupation impériale, que c'est pas cool, qu'ils contrôlent tout, sont partout. Puis, comme je disais tantôt, on réalise qu'il y a encore des systèmes à aller chercher. On réalise aussi que il y a encore son mot à dire. Puis on réalise que l'Empire est très ratoureuse, hein? Pour s'en prendre à des nouveaux systèmes, comme ce qu'ils font. Il y a des planètes qui sont déclarées, qui sont indépendantes. Là, je cherche le terme exact. C'est comme ça, mettons, aujourd'hui, au Canada, je ne sais pas, tel territoire, c'est des marais qu'on ne peut pas toucher parce qu'il y a un écosystème qu'il ne faut pas déranger. Protégé, c'est ça, protégé. Il y a des planètes qui sont dans cette situation-là, que tu ne peux pas débarquer de l'armement là-bas, que tu ne peux pas rien faire, parce qu'ils sont déclarés protégés pour des raisons. Eux, ce qu'ils font, le contrebandier que tu parlais, Krennic continue à l'utiliser. Fait que ce qui fait croire Krennic, c'est qu'il dit va à telle place, tu as un rendez-vous avec telle puis telle personne. Fait que la première fois qu'il se présente là, le contrebandier, je fais affaire avec certains officiers de l'Empire. Ils veulent que je prenne des armes. C'est-tu de la corruption? Ils veulent les vendre en marché noir.
Tu prends ces armements-là, tu prends ce matériel-là, puis tu l'amènes sur telle planète. Planète qui est dite protégée, que l'Empire ne peut pas envahir à cause que le Sénat va dire quoi que ce soit. L'armement se rend là-bas. Une fois que l'armement est là, l'Empire arrive et il dit, regardez, ils sont armés, il y a une rébellion qui s'en vient, donc on a le droit de débarquer et s'établir, c'est à nous à cette heure. C'est vrai. Fait que c'est tous ces jeux de coulisses-là, tu les vois. Là, OK, tu veux dire qu'ils utilisent cet argument-là pour envahir des planètes dites sacrées comme... contrôle. Oui. Oh, wow. OK. Oui. Puis là, on s'entend, la planète, elle n'a même pas... Les armes, je pense, sont encore dans les caisses. Puis l'Empire débarque. Fait qu'ils n'ont même pas... Ils n'ont même pas de combat qui se fait là. C'est ça. Fait que ça aussi, j'ai vraiment trouvé ça bien, là, de voir toutes ces petites entourloupettes-là que l'Empire avait. Ça, tu le vois dans ce roman-là. Et tu disais que, tantôt, je ne sais pas lequel de vous dit, comme un peu Einstein avec la bombe nucléaire, mais j'ai adoré l'image chez toi, Guillaume, parce que Galen, là-dedans, est considéré comme un très, 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 très grand scientifique, là, mais vraiment très grand. Là. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est quoi le nom du bras droit de l'empereur? Il y a une certaine pression du bras droit de l'empereur pour là, faut que tu fasses de quoi, là? Massameda? Tarkin? Non, là, c'est lui. Oui, c'est ça, c'est lui. Oui, c'est ça, Marc ou Claude, il me semble qu'il y a de la pression de lui. Là. Écoute, le projet de l'Étoile Noire, là, ça nous prend ce gars-là. Là. Est-ce que tu aboutis? Est-ce qu'il va finir par venir travailler pour nous? Là? Il y a vraiment de la pression là, pour le faire rentrer. Là. Il est très, 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 très réputé, là, Galen Erso. Ce n'est pas un petit scientifique là, comme un autre, là, vraiment pas. Puis, Krennic est très manipulateur. J'en reviens au début, comme qu'il disait, Guillaume, on a une petite cocotte. la petite fille avec Guillaume. Comme qu'il disait, Krennic organise le sauvetage. Mais là ça commence. Là. Son emprise sur sa famille Erso commence. Parce que là, il fait ça, il les sauve et il essaie comme de se faire sentir redevable face à ça. Puis Krennic, il joue un rôle de gentil méchant, je trouve. Il fait semblant qu'il est bon, il fait semblant qu'il est gentil, puis j'ai votre bien-être un ami de famille. Un ami de la famille, c'est ça, j'ai votre bien-être à cœur. Oui, je vais te trouver une job, Lyra. Dans le fond, ce qu'il veut, comme tu disais, Guillaume, c'est écoute, Lyra, elle me voit venir, puis elle n'est pas bonne influence pour qu'elle. Moi, te trouver un job, il l'envoie dans un projet quelques systèmes plus loin. Il est très manipulateur, puis il réussit à embaucher Galen, comme qu'il dit Guillaume, mais sous prétexte qu'il va poursuivre ses recherches sur les Kyber, qui sont c'est sa passion. Là. Lui, il veut les développer. C'est ça. Oui, Mathieu, tu as la main levée, je t'écoute. Ben, comme tu m'avais dit hier, quand tu m'avais fait remarquer, tu m'avais dit que c'était habillé en blanc pour faire comme s'il était gentil, puis qu'il serait là pour aider les autres. Là. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est un des rares à part. Qui est en blanc. Blanc. Je ne sais pas si c'est comme une image de vouloir montrer une certaine pureté, une certaine gentillesse envers les gens, mais oui, effectivement, il est en blanc. Et clairement, ce genre de personnage-là, ce type de personne qui est hyper calculateur, a pensé à ce genre d'affaires-là, c'est clair. Calculateur, tu n'as pas idée, là. Même qu'à un moment donné, là, je ne sais pas si je mélange Rogue One, le roman, ou Catalyseur, mais il y a un moment donné qui pousse vraiment loin ses projections. Là, il se dit, là, je vais être celui qui a construit l'Étoile Noire. Là tu as une influence incroyable, une importance incroyable avec l'Empire. Même qu'il va jusqu'à penser que l'Empereur va être trop vieux pour ça, puis que finalement, lui, avec l'Étoile Noire, c'est peut-être lui qui va avoir le contrôle de l'Empire. C'est Rogue One, genre. C'est Rogue One, OK, ça, je n'étais pas sûr dans les deux, mais il y a ces calculs-là. Là. Dans le coin où il va voir Darth Vader aussi, là, dans le fond, il prévoit de se débarrasser de Tarkin, puis après ça, de passer par-dessus, puis là, il se voit être quasiment le numéro 2. C'est ça, puis le message jusqu'au bout. Puis quand il va voir les Géonossiens, c'est qu'il voulait vraiment avoir la même mise sur les plans d'Étoile Noire. Il va être le premier, puis finalement, il se fait doubler, comme il dit, puis Dooku finit par les donner à Dooku, puis Dooku les donne à l'Empereur. Fait que l'Empereur le sait avant. Il n'a jamais le pouvoir qu'il est censé avoir. Il se croit tout en haut de l'échelle, mais il n'est jamais en haut de l'échelle. Il y a tout le temps quelqu'un de lui. Donc, c'est vrai, il est tout le temps comme à ça, d'avoir ce qu'il veut.
Mais il arrive tout le temps quelque chose qu'il n'a pas ce qu'il veut. Parce que. Vas-y. Non, vas-y, Marc, vas-y, je t'écoute. Parce que les deux, une chose que j'aime de ce roman-là, c'est des fois, il y a des subtilités, comme juste les rencontres dans l'appartement. Quand Krennic vient les voir dans leur appartement, le nombre de sous-entendus, de phrases que Krennic peut sortir, que Galen accepte. Oui. Il est toujours par accepter pendant que sa femme est à côté dans la cuisine, qu'elle s'éloigne tout le temps avec sa fille, puis avec son bébé ou son. Puis pour vous en vouloir dire, non, ça se peut pas, là, il peut pas l'écouter encore. Mais non, il l'écoute encore, puis finalement, il s'en va, puis ça fait tout le temps une petite discussion dans le salon, puis ça a du sens. Tu sais, t'as le goût de. Je ne peux pas faire cela sur votre amour. T'as le goût de le frapper, là. Puis, tu parles, c'est vrai, puis Lyra, bon, encore là, quand Rogue One commence, ce qui était prévu, c'est qu'elle se pousse avec sa fille. C'est ça qui était prévu. Mais finalement, elle revient. Mais ce côté protectrice qu'elle a, côté front, qu'elle n'a pas peur de confronter Krennic, on le voit aussi dans le roman qu'elle dit. On le voit beaucoup, là. Vraiment, là. Elle est très protectrice de son mari. Puis c'est vraiment la première là, qui. Il est là, cet homme-là, Krennic. Il n'est pas aussi gentil qu'il prétend l'être. Puis dans le roman aussi, je trouve que la relation entre Krennic, entre Galen et Lyra est bien faite. Galen, c'est un espèce de génie lunatique. Quand il part avec ses Kyber, il peut être des heures, même une journée sans manger ou dormir. Il faut que Lyra il rappelle. Hey, mon grand, il faut que tu te nourrisses et que tu ailles faire dodo un peu. Là. C'est vraiment ça aussi. J'ai trouvé que la relation amoureuse n'est pas. C'est pas un roman savon. Je trouve que c'était bien développé là, à ce niveau-là aussi. Puis comme tu dis, Krennic, il s'immisce tout le temps là-dedans. Il vient tout le temps passer des petites phrases puis qui abuse de l'invité de Galen. Ouais, mais quand tu vois la relation entre Galen et sa femme, tu comprends aussi pourquoi au début, quand Rogue One, elle revient. Parce que c'est très bien qu'elle laisse tout seul avec. Il va la faire en noir. Oui. Il va faire son projet. Il va lui donner les Kyber Crystal, puis il va venir par réussir à le faire. Donc, il ne faut pas qu'elle laisse tout seul. Il va se faire embobiner. C'est ça. Puis, c'est le fun que tu parles de. Oui, vas-y, excuse-moi, je pense que ça avait fini. Vas-y. Là, ça, j'ai fini. OK. Puis c'est le fun, tu dis ça, elle revient. Puis là, Krennic, il dit. Non, c'est ça, elle dit, vous ne l'emporterez pas. Puis là, Krennic, il dit, mais il dit, je vais tout vous amener. Il essaie encore de passer pour un gentil, je vais tout vous amener ensemble, mais pas folle, Lyra, là. Tu vas me dire comme un otage. Mais j'ai trouvé ça, ça fitait vraiment. Tu lis Catalyseur, tu dis, tabarnouche, c'est vrai qu'il est comme ça. Il fait tout le temps croire qu'il donne tout, mais dans le fond, en arrière, il contrôle, là. Je comprends pourquoi il voulait amener toute la famille, il voulait les utiliser contre Galen, il sert de sa famille comme levier, genre, regarde, si tu construis pas ce que j'ai envie que tu construises, je suis ta famille. Oui. Tu sais, c'est comme... Puis Galen, lui, il veut pas construire, il sait que l'arme que... Maintenant, il sait dans le film que l'arme que ce que lui faisait construire Krennic, en fait, c'était une arme, puis que c'est une arme qui va tuer des milliards de millions de vies, là. C'est pour ça, rendu là, il sait, puis il veut pas. Puis le seul moyen qui pourrait le forcer à le faire, ce serait d'avoir la famille comme levier. C'est pour ça qu'il les fait se cacher avec Saw Gerrera dans le truc. Oui, puis comme je dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il dit ça avec le sourire, bien sûr, vous venez tous. C'est tout le temps, je suis bon pour vous. C'est pas le consentant. Là. Je vous protège. Oui. Ça, j'ai vraiment aimé ça, là, de voir. On voit vraiment là, comment que tranquillement, pas à pas, il s'installe dans la famille. Puis c'est pour ça que ça arrive en bout de ligne qu'il ne s'en rend même pas compte. Puis même qu'à un moment donné, Galen n'arrive pas à se trouver de travail. Là, c'est pas tout à fait frais dans ma mémoire pour ça. Mais ce qui est frais en mémoire, Galen, indirectement, puis Lyra le réalise encore plus, Krennic, il contrôle même ce qu'on veut, notre carrière. Là. On n'a pas le choix de passer par lui. Là. Il a vraiment mainmise indirectement sur l'avenir de la famille Erso. Là. Ça, tu le vois bien aussi dans le roman. Là. À ce niveau-là. Je ne sais pas si Claude, tu l'as parlé un peu plus.
Ben, il y a Hugo qui dit qu'au sujet de la cape, là, à Krennic, parce qu'il y a une genre de cape, hein, un peu comme genre Lando Calrissian, là. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait ce lien-là. Oui, effectivement. Puis aussi, un débat sur l'uniforme blanc, là. C'est vrai que normalement, c'est dédié aux officiers, pas aux officiers, mais aux grands amirals, effectivement. Là, est-ce que Krennic, là, tu sais, je sais pas, y a-tu... Ça, c'est une bonne question, par exemple. Mais normalement, effectivement, c'est dédié aux grands amirals. C'est même pas un militaire. Non, ça fait penser à quelque chose. Même Tron est habillé en blanc aussi parce que c'est un grand amiral. Oui, c'est ça. Oui. Puis il est tellement ambitieux, là, Krennic, là. Tu sais, on voit ça dans le roman. Là, il parle. C'est quoi déjà son nom? Je suis mauvais, les gars. Ames Madab? C'est quoi de le. Madab. Bon, quand il y a des réunions avec lui, il lui demande ses promotions. Si tu me nommais directeur technique, il me semble que ça m'aiderait pour renforcer ma position et aller chercher Galen. Je ne sais pas si tu ferais ça, Marc puis Claude. C'est lui qui disait à l'autre de moi telle promotion, puis le pire, c'est que ça marche et qu'il s'est fait donner. Quand même pas vrai. Ah oui, c'est. Non, il est quelque chose. J'aimais beaucoup ce personnage dans Rogue One. Je l'aime encore, mais je le trouve vraiment détestable. Cette fois-là, on voit encore plus à quel point il est cruel. Puis on voit aussi la relation différente, la personnalité. Galen Erso d'un côté, qui est plus familial, qui est marié, qui a un enfant. Tandis que Krennic, il a dit ouvertement, il a fait le choix de part de famille parce que lui, c'est la carrière qu'il met en premier lieu. Là. C'est son choix. Ouais, mais c'est pour voir que Tarkin, en même temps, Tarkin en a rien à cirer de Krennic. Il le déteste. Il n'en a rien à cirer, même de Vader. Fait que c'est pas dur, là. Fait que oui, effectivement. Il n'y a aucun respect. Mais tu vois, Tarkin puis Krennic, là, ils sont vraiment à l'image de l'ordre Sith. Tu sais, genre ambition, trahison, genre à fond. Carrément. Mais Tarkin est plus calme, est plus est plus calculateur, et plus... Oui. Krennic est trop impulsif. Il n'y a aucun respect pour Krennic. Anyway, moi, je suis backé de toute façon. Moi, je suis avec l'empereur. Moi, je suis avec Vador. Toi, t'es tout seul. Oh yeah. Fait que... excuse-moi, vas-y. Oui, un petit dernier détail. Encore, Claude et Marc, c'est vraiment un petit détail de rien, mais comme je disais tantôt, il y a l'histoire des romans, puis il y a tout le temps un paquet de petits hints qui se font. C'est-tu dans Catalyseur ou dans Soulèvement Rebelle, on s'en doutait tous, mais là, on a la confirmation que le collier de Jyn, c'est un morceau de Kyber. Je pense que c'est dans... C'est là qu'on l'apprend. On s'en doutait tous que c'était ça, mais là, c'est confirmé dans le roman. Fait que c'est pour ça que dans Rogue One, Chirrut est capable de sentir, sans même le voir ou à distance, le collier que tu portes. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais tout de suite, il fait allusion au collier. Fait que c'est pour ça, dans Catalyseur, on apprend que c'est un morceau de Kyber. Excuse-moi, Claude, tu peux y aller. Non, c'est bon. C'est juste que je dois dire qu'il reste 2 livres, fait que je ne veux pas rusher personne, mais quand même, fait que, si jamais il y a quelqu'un qui a encore de quoi dire, on va y aller. Non, fait que sinon, on va passer... c'est lequel le suivant? Gardien des Whills ou Soulèvement? Gardien des Whills. Oh! Et voilà. OK, fait que je refais comme tantôt. Ça, je me rappelle même pas si je l'ai lu. Je l'ai acheté, mais je ne me rappelle pas si je l'ai lu. Pas le voir après. Peut-être parce que t'es dû pour le relire, ça, hein? Ça en est un peu trop. Mais c'est 4 livres que tu peux relire n'importe quand, là, aisément. Les Whills, c'est aussi. Puis tu joins le film avec ça, là, puis écoute, c'est encore meilleur. Ça 100 pages. Man. Le Gardien des Whills. C'est un roman junior, mais contrairement aux autres romans de Star Wars que j'ai lus, ça ne sonne pas du tout junior. Sincèrement, là, c'est pas bébé. L'histoire n'est pas trop compliquée, on s'entend, là, mais vous allez voir, là, vous n'avez pas l'impression d'être junior. Fait que la première photo que je vous montre, c'est au départ, Chirrut et Baze devaient ressembler à ça. Là, ceux que vous voyez, les 2 bonhommes en haut, c'était ça la première idée à quoi ils devaient ressembler. Encore une fois, dans ce roman-là, on sent vraiment l'occupation de l'Empire sur Jeddah. C'est incroyable. Puis même, on nous explique pourquoi en permanence un destroyer au-dessus de Jeddah.
Et bon, là, vous voyez la présence de l'Empire. Et je crois, si je ne me trompe pas, que les gens capuchonnés, ce sont une sorte de religion qui s'occupait des orphelins, si je ne me trompe pas. Oui, le nom, par exemple, m'échappe, mais Moi effectivement. Aussi. Parce qu'il y a beaucoup de religions sur cette planète-là. Oui, oui. Moi, c'est un petit livre, par contre, hein, c'est juste 199 pages. J'ai pas mal tout aimé les romans dérivés qu'ils ont fait dessus, mais sincèrement, mon coup de cœur va à lui. Je sais que dans notre groupe de littérature du Québec, j'ai mis une note de 7,5. C'est parce qu'il y avait juste 199 pages, puis j'étais pas capable de donner un 8, me disant qu'il y a des livres qui font du 400 puis 500 pages. C'est ça, j'avais comme l'impression de leur manquer de respect. J'ai dit, mais c'est très bon, ça se lit très bien. Puis, on voit vraiment, là, aussi, ça ajoute, comme il disait Claude, ça ajoute beaucoup d'émotions au film Rogue One. Quand tu regardes après, là, tu comprends beaucoup mieux là, à quel point Chirrut et Baze sont proches. Même que là-dedans, Star Wars est très fort sur ce qu'on appelle les duos improbables. Exemple, Luke avec Han Solo. C'est deux personnages différents, mais qui sont comme ça ensemble. Là. Chirrut et Baze, c'est la même affaire. Ouais. C'est ça, exactement. Puis les deux veillent un sur l'autre pour des raisons différentes. Baze veille sur Chirrut, on s'entend, pour sa condition physique, il est aveugle. Et Chirrut veille sur Baze, je dirais, pour ses états d'âme, ses maux d'âme même, je dirais. Il veille beaucoup, 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 beaucoup sur lui. Sa morale. Sa morale, c'est ça. Je l'ai lu, à fin de compte. Il est quand même violent, puis il l'apaise. Ouais. C'est ça. Puis d'un côté, tu as Chirrut qui croit encore au gardien des Wills, qui croit encore à ça. Puis de l'autre côté, tu as Baze qui est complètement désabusé, qui entend le mot empire, impériaux. Puis tout de suite, là, il est prêt à. Il est prêt à tuer, là. Il est allumé. Puis dans ce roman-là, ce qui est bien aussi, on voit comment Baze, ça je reviens un peu plus tard, se procure son arme, il en parle. Puis comme je disais tantôt, la raison pour laquelle, parce que ça c'est vraiment là, c'est l'image de fond, si on veut, là, pourquoi l'Empire est toujours un croiseur au-dessus de Jedha, c'est que parce que Saw Gerrera fait tellement souvent des attaques sur les cargaisons, sur les bases militaires, qui sont écœurés de se faire voler. Là. Ils sont écœurés, fait qu'ils ont dit, regarde, ce qu'on va faire, on va garder le stock en haut, il ne pourra pas aller jusque-là. Là, je le vulgarise, là, mais en gros, c'est ça. Là. Parce que Saw Gerrera, il est très fort, il est très épine dans le pied de l'Empire. Là. Ça, on le ressent vraiment dans ce roman-là. Oui, vas-y. Une autre des raisons, c'est que Jedha, il y a une ville sacrée proche de Jedha City. C'est un ancien temple Jedi. Plutôt, non, pas un temple Jedi, mais un temple de Kyber Crystal. Oui. Puis, je pense que la plupart des habitants de Jedha City vont travailler comme mineurs pour l'Empire, pour essayer de récupérer ces Kyber Crystals-là pour l'Empire. Fait qu'évidemment, comme tu as dit, à Saw Gerrera, puis je pense que Chirrut puis Baze aussi, ils attaquent certaines cargaisons pour un peu freiner le... Ben, au départ, la façon que ça marche, ça a l'air un peu Robin des Bois, là, je trouve, ce qu'il fait. C'est que eux, c'est là que le nom à moi, puis Claude, peut-être Marc s'en souvient, m'échappe, les gens qui sont encapuchonnés s'occupent d'orphelins. Et eux, Chirrut et Baze, ont décidé de les prendre sur l'oreille. Fait qu'ils vont attaquer l'Empire. Tout ce qui va être vivre, nourriture, truc qui peut être utile à l'orphelinat, ils vont le donner à eux. Et tout ce qui va être pas utile pour eux, armement, tout ça, ils vont le donner à une informatrice contrebandière encore qui est pilote. Puis elle va se charger comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec, mais je pense qu'elle doit les rémunérer en retour. Puis c'est justement en faisant une attaque de un de ces cargaisons-là que Chirrut met la main sur... pas Chirrut, Baze met la main sur son méga... canon, là, fusil, ouais. ça garoche, cette carabine-là. Puis c'est là que tu apprends que c'est tellement une arme, je pense qu'elle était conçue pour aller sur un vaisseau, fait que au début, il l'essaie, mais il ne pourra pas le garder tout le temps sur lui, ça lui prend un refroidisseur, parce que sinon, le canon va sauter. Fait que c'est pour ça que dans son dos, il y a comme un pack-sac, puis c'est un refroidisseur pour l'arme, pour l'empêcher de surchauffer et d'exploser.
Le nom de l'orphelinat, c'est l'orphelinat des sœurs Kaya et Kili Gim ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ces deux-là, exactement. C'est en plein ça. Exactement. Puis leurs exploits, façon de parler, là, leurs attaques qu'ils font, ça finit par aller aux oreilles de Saw Gerrera. Donc, il y a des acolytes de Saw Gerrera qui demandent à les rencontrer. Puis là, tu vois que la parole de Gerrera est déjà là. Il accepte de les rencontrer dans la nuit. Mais ils se font guider par les acolytes de Gerrera qu'ils amènent, je pense, dans une clairière, dans une forêt. Puis de mémoire, je crois que même il parle, mais il reste caché dans le noir. Je pense qu'on ne le voit même pas. Je pense qu'on. Puis il lui demande de les aider à attaquer l'Empire. Puis là, ben, ça fait l'affaire de Baze parce qu'il est prêt à détruire l'Empire. Puis en même temps, il dit qu'il va les aider avec à prendre soin et à protéger l'orphelinat auquel eux aident déjà. Fait que c'est pour ça qu'eux acceptent. Pour eux, ils voient ça comme un 2 pour 1. On aide l'orphelinat, puis en même temps, on combat l'Empire. Là, c'est un petit peu un cercle vicieux qui se provoque. C'est que eux, plus ils attaquent, plus les troupes deviennent grosses, plus les troupes deviennent plus armées, parce que là, ils sont écœurés de se faire attaquer par la gang à Gerrera. Et plus les conséquences envers la communauté de Jeddah viennent lourdes aussi. Un point tel, c'est ça. Puis je pense que même à un moment donné, ils attaquent-tu l'orphelinat ou ben non, ils font juste ils l'envahissent, je pense, puis ils sortent les orphelins à un tel point qu'il faut qu'ils se trouvent un autre endroit pour vivre. Puis, ils finissent par prendre la décision que là, finalement, regarde, on ne peut pas garder l'orphelinat sur Jeddah, ça bouge trop, c'est pas un lieu pour des enfants. On va les amener sur une autre planète. Ils trouvent un vaisseau. Il y a même, je pense, des faux codes qui vont leur permettre de passer à travers la surveillance. Une navette de classe lambda. Oui, en plein ça, exactement. En plein ça. Pour pouvoir les amener ailleurs. Fait que là, ce qui arrive, il faut que Chirrut et Baze, et avec d'autres qui les aident, accompagnent les enfants orphelins, les fassent traverser la ville au complet. Puis ça brasse beaucoup, là. C'est tout le temps la guerre civile qu'il y a là, si on veut. Ils finissent par se rendre jusqu'au vaisseau, sauf que Saw Gerrera a décidé de leur jouer un tour, je vais rester poli, parce que lui, il veut mettre la main sur ce vaisseau-là, mais s'en servir, je crois, pour faire une attaque sur le croiseur qui est dans le ciel de Jeddah. Fait que là, ça crée une très vive, comment je pourrais dire ça, confrontation entre Chirrut, Baze versus Saw Gerrera. Ils tiennent leur bout. Et finalement, ils les laissent utiliser le vaisseau pour amener les orphelins sur une autre planète. Mais après ça, le lien est brisé entre Chirrut, Baze versus Saw Gerrera. Là, ce ne sera plus jamais la même chose. Le livre se termine comme ça. Donc, je ne sais pas, y a-t-il des choses que Marc, Claude ou même Guillaume, qui a bien fait ses devoirs sans avoir lu le livre, peuvent rajouter par rapport à l'histoire comme telle? Tu as fait un excellent résumé. Même si j'ai pas lu le livre, mais le résumé que j'ai lu, ça ressemble vraiment à ça. OK. Comme je dis, j'ai la misère à m'en rappeler. C'est bizarre que quand on voit l'interaction entre les deux personnages puis Gerrera, c'est bizarre de voir que dans Rogue One, ils n'ont pas l'air à se connaître. Oui, j'ai eu ce feeling-là, moi aussi. C'est la seule chose qui me chicote un peu. Je me disais, bon, ceux qui les arrêtent et qui le mettent la cagoule, là, même sur Chirrut, puis il dit, hey, vous êtes sérieux, là, je suis aveugle. Bon, je me disais peut-être qu'eux, ils ne les ont jamais rencontrés, mais comme tu dis, arrivé à la base de Saw Gerrera, il est mis en prison quand même. Là. Puis on dirait, comme tu dis, qu'ils n'ont pas l'air de. Gerrera, il n'est pas tout lui non plus, là. Non, non, effectivement, là. Tu vois que c'est pas lui qui la guerre. En même temps, il n'y a pas trop de dialogue dans le film entre eux, puis peut-être qu'il les calcule juste pas. Là. Il les a mis en prison, ça donne une idée de ce qui s'est passé dans la fin. C'est deux tubes, c'est two tubes qui s'occupent, son bras droit là, qui s'occupe de tout ça. Oui. Ben, le roman, là, je vous dis, là, j'ai fait la ligne directrice de l'histoire. Mais on voit vraiment le lien, là, ils sont comme ça, Chirrut et Baze, ils sont vraiment unis. Puis hier, comme je disais, j'en regardais Rogue One avec mon fils Matthew. Puis la passe à la fin où est-ce que Chirrut va enclencher la machine. Le Baze le voit, là, qu'est-ce que tu fais là? Puis
sa voix, là, tu sens que son cœur revient, puis je vais te protéger, puis finalement, trop tard, là, il explose. Là, ça me donne encore plus me chercher. Je le sentais encore plus, ce lien-là qui unit ces deux, qu'un veille sur l'autre jusqu'à la mort, puis finalement, c'est ça qui arrive. Ce roman-là, c'est le lien émotionnel entre Chirrut et Baze. Carrément. Oui. Pourquoi tout ensemble? Oui. Ça porte un et l'autre. Si jamais vous ne l'avez pas lu, là, je vous le dis, il faut lire ça absolument. Là. Puis, je vous le dis, il n'y a rien d'enfantin. C'est sûr que ce ne sera pas aussi complexe, exemple Tron ou l'assassination de Darth Vader. C'est sûr. Mais c'est pas enfantin du tout. C'est de l'information. Oui. Quelqu'un qui aime la série, qui aime les personnages, c'est de l'information sur les deux personnages. Oui. Ben, d'accord. Oui. Complémentaire. Oui. Exact. Moi, ce que j'aime dans ces affaires-là, c'est que ça remplit les blancs. Tu sais, veux pas le film, tu sais, t'as 1h30, 2 heures, là, tout dépendant, ou tu sais, t'as une histoire, mais là, moi, c'est d'aller chercher les petits bouts tentes, là. Puis là, tu comprends tellement plus d'affaires. Puis c'est vrai que c'est le fun de réécouter le film après parce que là, tu vois les affaires complètement d'un autre œil. Ça rajoute un peu de profondeur au film que tu connais déjà, mais je trouve que ça nous permet de l'apprécier encore plus. Fait que... Une autre affaire à mettre sur ma liste, là, vous commencez à faire les gars. Michel, sa to-do list. Sa to-read list, on devrait dire. Finalement, ta liste va être plus grosse qu'un roman comme tel. Mais j'adore lire. Là. Je lis à tous les jours. Fait que j'ai comme. C'est correct. Mais non, mais j'aime ça vraiment. Puis je trouve ça le fun de jaser avec vous autres de ces affaires-là. Merci encore. Moi, ça augmente ma hype pour la série Cassian Andor. Je suis juste triste parce que j'aime bien Chirrut Imwe et Baze. Puis ils seront probablement pas dans la série Cassian, mais bon. Mais je sais pas si vous avez vu, mais c'est l'épisode. C'est la plus longue série. Oui. C'est quand même une époque qui a l'air vraiment le fun à découvrir. Là. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir J'ai lu un peu justement cette semaine, là, puis on voit vraiment là, comment il est devenu un rebelle, puis comme ses premières années, puis j'ai vraiment hâte de voir le développement de ce personnage-là. Ça va être vraiment cool. Et combien de monde il va tuer? Excellent. On va pouvoir en parler bientôt, bien ainsi de suite, dans une prochaine émission, parce que effectivement, c'est quelque chose qui nous titille avec Kenobi et tout ce qui s'en vient. On va passer au dernier, qui est Soulèvement Rebelle. Oui. Avant de passer à la BD avec Matthew. Oui. Guillaume, si tu as aimé Chirrut et Baze, c'est un incontournable de lire. Oui, j'ai dit incontournable. Incontournable de lire Les Gardiens des Whills. Tu vas dévorer ça rapidement, je te le garantis. D'accord. Oups, là, je cherche ça. Partage. Fenêtre. Moi, soulèvement. Ouais. Tu disais, Claude? Je me disais que Soulèvement Rebelle, je l'ai su à la fin qu'il fallait le lire. Je pensais pas qu'il était inclus, mais quand même. Très, très important. Yep. C'est le dessert, c'est pour ça. C'est ça, hein? Soulèvement Rebelle. Lui, est un peu plus gros. Pas un peu, beaucoup plus gros que Les Gardiens des Whills. C'est un roman junior aussi, mais encore une fois, vous ne saurez pas. C'est parce que c'est marqué Pocket Junior, sinon vous n'avez aucune idée que c'est junior. C'est pour les grands juniors. Les grands juniors, les grands bébés comme nous. Le personnage est adolescent. C'est tout ce qui est junior là-dedans. Oui, exact. Puis lui, c'est plus de 400 pages. Fait que, donc, dans lui, ce qu'on va voir effectivement, c'est la relation entre Jin et Saw Gerrera. Ça, c'est ce qu'on voit. Puis ça vient combler, comme disait si bien Michel tantôt, certains trous qu'on avait à ce niveau-là. Fait que c'était un peu ma présentation PowerPoint. Fait que je vais faire ça. Oups. On revient ici. OK. Donc, la façon que le livre, ça commence, c'est le sauvetage. C'est quand Saw Gerrera vient chercher Jin. Puis là, il l'amène sur je crois, de mémoire, un de ses avant-postes ou anciens avant-postes. Et il devient carrément du jour au lendemain papa d'une fille. C'est ce qui n'était pas préparé nécessairement à ça. Fait que ça, au début, on le voit un peu. Là, il est dans une base
ce qu'il y a rien de plus accueillant pour un enfant de 5 ans, on s'entend, fait qu'il doit y faire une chambre, il doit y trouver un lit, tous des petits trucs comme ça. Puis entre-temps, il doit quand même avoir ses réunions avec ses acolytes pour la rébellion. Puis il commence à entraîner aussi Jin au combat. Puis l'affaire, j'ai trouvé vraiment intéressant, la première arme qu'il entraîne, c'est la fameuse matraque PR-24. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Rogue One, c'est ça, quand elle est à saccage les Stormtroopers avec son PR-24. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant que indirectement, il l'a ramené. C'est avec ça. Il fait son entraînement. Il a ses réunions. Puis Jin est élevé là-dedans. Là. C'est pour elle à croise des criminels, si on veut, à croise de la rébellion ou des terroristes, c'est du point de vue de l'Empire. Entre-temps, elle devient douée pour créer des faux codes quand ils veulent passer des barrages de l'Empire. C'est là que Saw va commencer à l'utiliser. Aussi, je reviens avec son collier qui avait un morceau de Kyber. À un moment donné, il y a un des acolytes de Saw qui, lui, il reconnaît que c'est ça. Puis là, lui, il fait des liens assez rapides avec « Oh, c'est peut-être la fille de Gunner So. » Sous-titré, je sais que c'est elle. Après, à ce moment-là, Saw Gerrera demande à Jin, c'est sûr qu'elle ne va pas s'en départir, c'est un cadeau de ses parents, de toujours le cacher pour pas justement que ça alimente les rumeurs. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la passe, dans Rogue One, quand Jin, elle revoit Saw Gerrera, tu m'as abandonné. Il reproche ça, puis lui, il dit, j'avais pas le choix. Il y en a qui laissaient de toi comme monnaie d'échange. C'est ça. C'est ça. Moi, quand j'ai vu le film, du coup, je pensais qu'il bougeait un peu comme un homme qui se fait pas une culotte baissée avec sa maîtresse. Il essaie de bouger. C'est toi ma préférée, puis t'es la plus belle. Non, mais c'est ça. Hein, Michel fait un trait de. Mais non, quand tu lis ce roman-là, cette passe-là devient tellement plus touchante parce que tout ce qu'il dit, j'ai pensé à toi tous les jours, je t'ai jamais oublié, c'est vrai. Il l'aimait beaucoup, Jin. Et vice-versa, Jin, pour elle, elle adorait aussi Saw Gerrera. Fait que je reviens au collier, fait qu'il faut qu'elle le cache pour ne pas éveiller des soupçons. Fait qu'il commence à se servir d'elle un peu dans l'émission. Puis là, j'avais une autre idée qui m'a complètement sorti de la tête. Ça va me revenir, je crois. Puis la paranoïa aussi de Saw Gerrera, on la voit, elle commence à s'installer. Et à un moment donné, il sait qu'il y a une taupe, puis il pense savoir c'est qui. Je me souviens plus s'il le torture ou non, mais je me souviens qu'il l'exécute. Puis finalement, plus tard, il réalise que c'était pas lui du tout. C'était pas ça. C'est ça. C'était pas. C'est ça, c'était pas ça. Fait que une chose que j'ai trouvée spéciale dans ce roman-là, c'est que les 200 premières pages, la relation entre Jin et So. Puis au bout de 200 pages, c'est là qu'il abandonne. Ce qui arrive, c'est qu'ils font une attaque sur une base de l'Empire en se faisant passer, si je me souviens bien, pour des reporters, mais tout est arrangé, tout est truqué. Là. Puis finalement, ils se font prendre parce que justement, la taupe n'était pas la personne que So avait tuée. Et là, So, pour protéger Jin, c'est là qu'il abandonne. Il dit va à telle place. Puis comme il dit dans le film, il a juste laissé un couteau et un fusil, je crois, puis il n'est jamais venu la chercher. Là. Jamais. Puis après ça, on n'entend plus beaucoup parler de Saw Gerrera pour le reste du roman. Fait que ça j'aurais aimé ça que ça se prolonge un peu plus loin, mais ça a été fait comme ça. Après ça, Jin a fini par tomber sur une dame qui fait je me souviens plus quoi, le commerce de quoi exactement, mais c'est une dame droite. Là. Elle a des belles valeurs et tout, puis elle accepte de la prendre sous son aile, de l'amener sous sa planète. Oui. De la faire vivre dans sa famille, de lui présenter son fils, qui a fini par tomber amoureux, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, mais c'est clair et net, elle ne veut pas de violence dans sa famille. Elle ne veut pas de rébellion. Et pendant un certain temps, Jin apprend à vivre dans autre chose que la rébellion ou l'Empire. Fait que il y a ça qui se passe.
Puis finalement, ben, l'Empire finit par débarquer sur cette planète-là aussi, finit par tranquillement pas vite s'installer, prendre le contrôle. Puis je pense même qu'après le contrôle du commerce de la dame en question, fait qu'ils n'ont pas le choix, ils essaient de se sauver, mais de mémoire, ils le font sur 2 vaisseaux différents. Et celui Jin est sur un vaisseau, la dame et son fils sont sur un autre vaisseau, et ce vaisseau-là se fait abattre. Se fait carrément abattre, fait qu'elle ne reverra plus eux. Elle se retrouve, je ne me souviens plus, sur une base ou un système qui est encore une fois contrôlé par l'Empire. Et encore là, je ne me souviens plus exactement pourquoi. Si Marc ou Guillaume vous en souvenez, vous pouvez m'aider Claude aussi. Il y a un casino là-bas sur place. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, on montrait l'Empire sous l'œil de la corruption. Il y a une officière très haut gradée, je pense la plus haut gradée sur le système là-bas, qui a des sérieux problèmes de jeu. Et elle veut se servir de Jin pour faire, je crois, façon de faire des faux jetons de casino pour l'aider à se refaire la main. Fait que elle s'est fait avoir dans cet engrenage-là. Elle n'a comme pas le choix. Puis elle promet qu'après ça, on va la laisser libre d'aller plus loin. Puis c'est pas nécessairement le cas. Il y a une autre officière, je pense, qui finit par débarquer aussi sur ce système-là, qui, elle, est plus droite, puis elle a vu l'autre officière corrompu, puis elle veut arrêter ça. Elle fait des promesses aussi à Jin qu'elle ne tiendra pas. Elle va finir par trahir Jin et la mettre en prison. Fait que c'est pour ça qu'au début de Rogue One, on voit que Jin est dans un camp de travail en prison, c'est parce qu'elle a été trahie par l'Empire. On voit aussi, là je reviens un peu à Saw Gerrera, l'attaque où il a été vendu, il subit une explosion. Puis je pense que c'est pas mal ça qui explique l'état qu'on le voit dans lequel il est rendu là, dans le film. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Oui, il y a une image aussi que j'ai trouvée excellente. Elle se retrouve à bord d'un vaisseau de Generso. Encore une fois contrôlé par l'Empire, puis elle doit encore faire des choses plus ou moins croches. Puis là-dedans, il y a des esclaves qui vont être livrés, si je me souviens bien. Puis à un moment donné, il y a des esclaves féminins. Fait qu'il y a une femme qui fait une menace à un des membres. Elle dit « Je suis prête à te prendre au combat n'importe quand. » Puis cette figure-là, je l'ai aimée. Jin a dit « Moi, j'ai connu l'homme le plus fort de la galaxie. » Ça faisait allusion à Saw Gerrera. Puis j'ai vraiment trouvé que ça faisait comme les enfants quand ils sont jeunes puis ils voient leur papa, leur maman comme étant les plus forts du monde. J'ai vraiment vu cette image à quel point elle aimait Saw Gerrera. Puis grosso modo, ce qu'elle lui dit, c'est que Saw m'a toujours dit que si je veux m'engager dans un combat, il faut que je sois sûr de le gagner, sinon embarque pas là-dedans. Mais ce qu'elle disait en gros, c'est vraiment l'image de dire j'ai vu l'homme le plus fort du monde me faire ce conseil-là. Fait que, en gros, c'est un peu ça l'histoire qui se passe. Là, c'est sûr, j'en ai sauté quelques bouts, j'ai pas tout ça frais en mémoire, malheureusement. Mais si vous en voulez plus sur Saw Gerrera, sa relation avec Jin, c'est vraiment là-dedans. Puis je vous le dis, tu regardes Rogue One après ça, puis le passage qui se passe ensemble, t'as le moton. Parce que c'est vrai qu'ils s'aimaient ces deux-là. Puis tout ce qu'il dit Saw Gerrera, c'est vrai qu'il n'avait plus le choix parce que probablement qu'à un moment donné, il aurait appris qu'elle était vendue à l'Empire par un de ses acolytes. Ouais, il l'a élevé quasiment comme sa fille. Oui, carrément. Ah, puis c'est ça le chose que je voulais dire tantôt. Ce qui est bien, c'est qu'eux s'attendaient à ce qu'un jour ou l'autre, Galen refasse surface. Et il ne le refait pas. Pire que ça, il voit aux nouvelles qu'il est avec l'Empire. Fait que les deux, d'une certaine façon, se mettent vraiment à haïr Galen. Saw Gerrera se met à haïr Galen. Sa fille aussi, particulièrement bonne. Puis en plus, il est avec l'Empire. Eux, ils n'ont aucune idée de ce que Galen prépare. Yeah. Fait que c'est pour ça que c'est aussi, j'ai trouvé que c'était un bon prologue au film Rogue One. Fait que quand elle revoit son père, elle comprend tout. Quand elle voit le message que Saw Gerrera, il montre, là, elle comprend tout ce qui se passe. Les deux comprennent tout ce qui se passe. Mais cette haine-là envers son père, cette déception envers son père, on la voit tout le long du roman. Là, vraiment. Oui, on la voit bien là, oui. Oui, Guillaume, as-tu une main levée ou c'est... Non, pas vraiment. Mais okay. Dans les résumés que je lisais, en gros, ça rend un petit peu comme tu disais. On voit vraiment comment que Saw Gerrera va faire d'elle une rebelle accomplie. Oui. Puis, d'après ce que j'ai compris, au moment où il l'abandonne, en quelque sorte, parce qu'il y a une bonne raison, comme tu as dit, ben là, elle est plus qu'à même de se débrouiller par elle-même. Quand même. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait que elle ne veut plus rien savoir de la rébellion, puis elle ne veut rien savoir de l'Empire non plus. C'est pour ça que quand il la délivre du camion dans Rogue One, elle cherche juste à s'échapper. Elle ne veut rien savoir de la rébellion.
Sincèrement, ça n'intéresse plus. Ça y a amené trop de malheur dans ce milieu. Oui, Ben? C'est pour ça aussi que quand elle se fait délivrer dans le camion, elle a changé de nom. Elle s'appelle Sinmala Alec ou quelque chose de même. Elle a changé son nom. Oui, tu as raison, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça, tu as raison. Oui, parce que là, une fois qu'elle s'enfuit, elle ne peut pas garder son nom parce que ce ne sera pas long que Krennic va revenir. Comme quand ça la laisse, ceux qu'elle se sent trahie, puis tout ça, mais je crois qu'il y a une place qui dit ça, c'est que oui, il la laisse là, puis il faut qu'elle parte à cause de son collier, tout ça. Mais il y a aussi le fait parce que ça devient une fille de 16 ans, entourée d'hommes. Il commençait à avoir peur à sa sécurité personnelle. Il en parle à un endroit dans une discussion. Je ne sais pas si avec qui il y a. Je pense qu'il y a une autre fille, je pense, dans l'équipe qui est beaucoup avec Jin. Oui, c'est vrai. Quelque chose comme ça. Puis, que je sais qu'il en parle d'un endroit qui commençait à avoir peur à sa sécurité pour qu'elle se fasse violer, pour qu'elle se fasse. Ils ne disent pas. Ils ne parlent jamais de sexualité. Mais c'est clairement ça qu'ils disent. Là, elle est rendue à 16 ans. Elle devient une femme. Exact. Là, ces gars, là, qui sont tous des criminels, là, c'est plus un enfant. Là. Ils vont la voir maintenant. C'est un peu ça. Donc, il faut qu'ils s'en débarrassent. Il faut qu'elle parte. Parce qu'elle ne survivra pas. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Tu as raison, ça m'a rien. Là. Sécurité. C'est aussi parce que c'est des rebelles, puis que Galen Erso, qui est son père, travaille pour l'Empire, fait qu'il pourrait se servir d'elle pour faire chanter l'Empire ou chanter Galen Erso. Fait qu'il faut absolument qu'elle cache son identité, puis au bout d'un moment, c'est trop risqué, fait que c'est pour ça que Saw Gerrera, il décide de l'abandonner aussi. Oui, c'est ça, c'est carrément ça. C'est vraiment sa protection. Ça a été fait de façon très malhabile, mais c'était pas avec des mauvaises intentions. Là. Ça tu le ressens carrément. J'aime vraiment beaucoup ce personnage-là. Puis là, c'est l'heure du commentaire de filles. Il y en a toujours au moins un quand je suis là. Mais dans Star Wars, c'est beaucoup un univers de gars, là, on se le cachera pas. Puis c'est le fun d'avoir un personnage féminin comme ça. C'est le fun qu'en tant que fille, fan de Star Wars, on ait enfin un personnage vraiment cool. Bon, Leia, c'est Leia, mais c'est sa sœur de l'autre. C'est pas pareil. Puis Rey, ben. Ouais, c'est la princesse Léa. Oui, excuse. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce personnage-là, dans le film, j'ai fait comme wow, tu sais, c'est le main character du film. Elle a du chien. Moi, j'aime ça, une fille qui a du chien dans ses affaires-là. J'aime ça de voir que, tu sais, elle a ses convictions puis qu'elle est vraiment badass, là, quand même. Là. Oui. J'ai hâte de voir Ahsoka aussi un peu pour ça. Tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, qu'on intègre de plus en plus Écoute, je les aime, les gars, là, dans Star Wars, là. Écoute, je suis fan depuis des années, mais je trouve ça le fun, tu sais. On n'est pas juste des gars qui sont fans de Star Wars, puis je trouve ça le fun de commencer à comprendre ça aussi. Puis ce personnage-là, pour vrai, moi, c'est vraiment ça. J'avais l'impression que je pouvais m'identifier vraiment à quelqu'un, tu sais, enfin, dans l'univers de Star Wars. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Il y en a de plus en plus avec Fennec dans Boba Fett. C'est clair, Cara Dune. Tu sais, pas juste un sidekick, là, tu sais. Non, puis ce qui est juste ce personnage-là, là, puis j'ai regardé encore quand j'ai regardé le film avec Mathieu hier, Rogue One, elle n'est pas en robe. C'est pas. Tu sais, des fois, on voit ça, moi, ça me tombe. Je suis même pas une fan, puis ça me tombe sur l'air à sa manière. Des fois, on voit ça dans des séries policières, des films policiers. Là, la détective en talons hauts, puis en robe, pourquoi après des méchants? Commande. Pas elle. Elle était bien en soldat. Souvent, tu vois regardez le film, souvent, tu vois des images, ses cheveux sont tous ébouriffés. C'est normal, elle ne peut pas être bien coiffée, elle se bat. Puis, Soulèvement rebelle montre que c'est pas. Ça se peut. Elle n'est peut-être pas la carrure, exemple de moi qui fait 6 pieds 3, 200 livres, mais Saw Gerrera l'entraîner, puis ça, tu le vois. Fait que, oui, elle sait se battre, puis c'est pas juste pour faire une fille qui casse ou badass, appelez ça comme vous voulez, elle est capable. On voit son entraînement, puis comme je dis, ça fait pas, je sais pas si c'est que ça de dire ça, mais ça fait pas, elle n'est pas fée-fille, je sais pas, ou princesse, là. J'aime cette partie, tu as raison. Moi, personnellement, c'est un de mes personnages féminins préférés. Oui, Mathieu? Elle a le look, les yeux. Oui, ils sont d'accord, tu as raison. Oui. Ouais, Mathieu. Ça ne sera pas faire. Donc, Michel avait dit qu'elle était forte physiquement, puis on l'a vu quand elle s'est fait délivrer, elle voulait pas retourner les affaires de rebelle, puis elle s'est bien défendue. Exactement. Ah oui, non.
avec les claques pas mal. Hein? Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, effectivement. Là. Il n'y a même pas d'hésitation. Puis c'est vrai, ce que tu as dit, Marc, je n'ai pas pensé à ça. Son regard, là, tu vois que c'est pas une femme qui va faire de la diplomatie. Elle s'en laisse pas imposer, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est quand même une femme qui est super intelligente, là, je vous dirais, elle a quand même un peu de génétique en arrière d'elle, mais tu vois que c'est quelqu'un de sensé qui sait où qu'elle s'en va, puis non, je trouve ça vraiment le fun. Oui, vraiment. Il y a Hugo qui dit, d'ailleurs, le nom de Jin est clairement lié à celui de Jan Hors dans Dark Force. Là, moi, j'ai pas vu Dark Force, là, mais là, il a mis des photos. Ça se pourrait, effectivement. Écoute. Non, ça nous a lié aussi Dark Mais Force. son histoire est tellement tragique à Jin. Là, ça venait me chercher pendant que je regardais le film tantôt, même s'il l'avait déjà vu. Mais Christy, la petite fille qui se fait, pas le choix, là, mais elle se fait abandonner par ses parents. Là, après ça, oui, il y a Saw Gerrera, mais finalement, lui aussi finit par l'abandonner. C'est vrai. Là, finalement, elle considère quasiment son père comme mort, elle l'oublie. Là, la force des choses fait en sorte que, faut qu'on aille chercher ton père, tu vas pouvoir revoir ton père. OK. Et là, elle revoit son père pour le voir mourir. Genre, mais Guillaume, ça vient me chercher, ça. Là. C'est sûr que tu n'as pas lu Soulèvement rebelle, mais elle ne l'oublie pas. Demande à Marc et à Claude qui l'ont lu, là. C'est continuellement là. Pourquoi, à un moment donné, c'est un trait continuellement. Mais n'empêche que pourquoi il faut que je le revoie, cette traite-là, tu as raison. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est plus fort qu'elle. Quand elle est à quelques kilomètres de lui, à 100 mètres de lui, elle décide qu'il y a des barques du vaisseau pour aller le voir. Là. Ça reste que c'est son père. Je pense qu'elle se souvient de certains beaux souvenirs qu'elle a eu. À des moments, elle redevient une petite fille à un moment donné. Ouais. De son père, sa famille, c'est. Donc, c'est son puis père. Au final, elle finit par embrasser une cause qu'elle avait abandonnée pour se sacrifier puis mourir. C'est tellement tragique, cette histoire-là, mais c'est tellement bien construit. Ah oui, vraiment, là, chapeau à Rogue One. Là, je dis souvent, moi, c'est Rogue One qui me réconcilié avec Star Wars. Je ne me donnerai pas sujet après avoir vu épisode 7. Là. Merci, Rogue One. Ben d'accord. Une bonne thérapie de couple. Ce que j'ai aimé de tous ces 4 livres-là, c'est que comparativement à plein de choses, quand ils ont sortis, il y a vraiment un catalyseur qui est sorti, je pense, en octobre. En début décembre, ils ont sorti Le Gardien des Wheels, puis Soulèvement rebelle en anglais, je parle en anglais. Donc, tout est sorti avant le film qui sortait 14 ou 18, je ne me rappelle plus quoi date. Donc, techniquement, tu étais capable de tout lire. Tu peux lire le catalyseur, même les autres, avant de voir Rogue One. Oui. Mais ça rien gâché à Rogue One, parce que de toute façon, tout le monde connaissait l'histoire, en général. Oui. Tout le monde savait que... Donc, tu pouvais lire, parce que moi, dans mon cas, j'avais lu Catalyseur, pas les deux autres. J'avais réussi à finir juste avant Rogue One. Mais ça te fait rentrer dans le film, dans le cinéma, que, OK, les personnages, tu les connais, là. Tu connais déjà ton... Ça paraît. La première fois que tu le vois comme ça fait une différence. Ouais, le jeu de marketing. Les livres sont après où ils n'ont pas assez de détails, ça ne vaut pas la peine. C'est la première fois que ça valait vraiment la peine de lire un livre avant même de voir le film. Oui, c'est ça, je dis, c'est la première fois. Côté roman, les gens, j'ai les tous chez nous. Le canon, j'ai commencé aussi, là, ce qui ne fait pas allusion au séquelles aux résistances. Le canon, je l'ai acheté, je le lis. Puis, c'est la première fois que je vois un spin-off, excuse-moi l'anglicisme, d'un film qui est aussi bien lié que ça. Là. C'est fou, les liens. Puis, autant il se tient tout seul, puis autant les liens viennent combler des trous avec le film. Là. Mais c'est quand même drôle quand tu y penses. C'est 4 spin-offs d'un autre spin-off. C'est super bien fait, là, sincèrement. Ouais, c'est vrai. Est-ce un ordre chronologique pour les livres, les 4 livres? Moi, j'ai lu dans l'ordre, comme je disais, je suis rendu comme Hugo. J'ai lu dans l'ordre qui ont paru. Parce que des fois, tu sais, je te donne un exemple. C'est comme si tu regardais épisode 3 avant de regarder épisode 4, mais tu ne verras pas les liens qui font avec épisode 4 si tu as vu épisode 3 avant 4. C'est dans ce sens-là que moi, à cette heure, j'ai lu plus dans l'ordre chronologique, j'ai lu dans l'ordre de parution parce que je suis friand de ces liens-là, là, j'en dévore. Fait que je veux les voir, je veux les filer, là, vraiment. Là. Fait que c'est pour ça que. Mais ça reste à toi, là, chacun sa technique de lecture. Mais
De toute façon, C'est vrai que Catalyseur, les deux autres sont parallèles, puis Rogue One, tu sais. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu, là, mais les livres qu'on a parlé, là, ils finissent tous avec juste après Rogue One. Exemple, le premier livre qu'on a parlé, Catalyseur, ça se finit que les RSO sont partis en exil, puis là, tu as Krennic qui veut les retrouver. C'est ce qui arrive dans Rogue One. Puis dans le dernier qui vient de parler, Soulèvement rebelle, ça finit que Jyn Erso est en détention. Puis dans le film, ben là, on sait qu'elle est en détention, puis Cassian Andor va venir la libérer. Fait que presque tous les livres finissent au film. Fait que tu peux les lire à peu près dans l'ordre que tu veux. Les Wills sont sur Jeddah. On ne sait pas exactement quand. C'est ça. Mais c'est un peu avant. OK. Oui. Puis, dernière chose sur Soulèvement rebelle, à moins que Nélo qui veut le rajouter. Ce qui est le fun aussi, c'est que je dirais, tu me corrigeras encore là, Marc ou Claude, 90% du livre, c'est Soulèvement rebelle. Puis, il y a un petit 10% que c'est elle en détention. On voit comment ça se passe dans le camp de travail. Puis là, ça revient à l'histoire. C'est intéressant de voir comment ça se passe dans le camp de travail, la détention, où elle est. Là, 10% du livre, c'est ça. Avec les personnes avec qui ils sont en détention, comment il faut faire attention, comment ça. Ouais. Excellent. Mathieu, penses-tu être prêt pour ton petit résumé? Ouais. C'est quand tu veux, mon chum. Un résumé ou je donne mon opinion? C'est exactement, c'est la même chose, donc tu y vas comme tu veux. Dans le fond, pour mon opinion, j'ai beaucoup aimé le livre, puis ils ont racheté quelque chose. J'ai beaucoup aimé quand ils ont racheté des choses, comme genre quand on voit que Saw Gerrera donne un blaster à Jyn, puis il la laisse toute seule, puis c'est ça qu'on entendait parler dans le film quand elle a retrouvé Saw. Puis aussi quand on voit Galen en train de convaincre Buddy à déserter l'Empire, envoyer le message à Saw Gerrera. Puis du côté artwork, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quelques reprises que c'était moins bien fait. Comme quand c'était un point de vue éloigné, mais je trouvais ça normal un peu. OK. Au niveau des graphiques, là, au niveau des dessins, c'est ça? Mm-hmm. OK. Donc, c'est pas les meilleurs dessins que tu as vus à date, mais c'est pas les pires aussi. Ton micro, je reçois. Non, c'est ça. Juste, Mathieu, je pense que j'ai oublié de le dire, il parlait de la BD qui a été faite sur Rogue One en passant. Oui, c'est ça. Effectivement, on a fait une introduction pour la BD Panini là, qui a été faite de Rogue One. Tu l'as-tu montré ton PowerPoint? Es-tu capable, Mathieu? Ou, Ouais. OK, vas-y, je me remets sur mute. Excusez-moi. Oui. Oui, on voit tout. J'ai trouvé quelques moments ajoutés dans la BD, puis des moments qui ont très bien, que je trouve qu'ils l'ont très bien illustré de la façon qu'ils l'ont représenté. Comme ici, c'est le moment avec la BD, que je parlais avec le pistolet, puis il la laisse seule. Ça, je trouvais c'est beau quand même, je trouve ça beau le look. Ouais. J'ai mis ça parce que je trouvais qu'il avait bien représenté. Je croyais que c'est qu'il croyait à l'histoire de l'étoile de la mort, mais que pour eux, c'était plus important les règlements du Sénat qui allait savoir si ça s'il pouvait agir ou pas à propos du Sénat. Même ça, c'est le moment où Galen il est en train de convaincre Buddy à déserter. Ça, c'est un autre moment que j'ai trouvé qu'ils ont bien représenté. C'est quand Jyn Erso retrouve son père. Ça, on ne voyait pas dans le film, mais en haut, j'ai pas pu prendre l'image au complet. En haut, on voyait Jyn quand il était petit enfant, puis il retrouvait son père. Il avait un souvenir qu'il y avait eu ça, l'explosion, à cause de l'attaque des X-Wing.
Puis après, j'ai trouvé toutes les couvertures de chaque chapitre. Mhm. Excellent, ça. Très bon. Merci, tu as fait une bonne job. Tu lui donnerais une note de combien, de 1 à 10? Pour ne pas lui donner un 10, là, on va lui donner un 9.5. Je parlais de la BD pour Mathieu. Là. C'est correct. Oh, je pensais que tu parlais de la présentation de Mathieu. Oui, la présentation, c'est sûr. C'est excellent. Donc, tu lui donnerais combien sur 10, Mathieu, la BD, si tu la noterais? Je dirais peut-être un 8 sur 10. OK, quand même. OK, excellent. C'est quand même une bonne BD. Si tu mets 8, là, ça veut dire que c'est intéressant. Ah, c'est le fun d'avoir le point de vue d'un jeune de ton âge. Hein. Ça fait différent, c'est le fun. Puis, vous allez voir, le artwork, ça, c'est du artwork, je pense qu'il date peut-être de 5 ans. Il est mieux que ce qu'on disait dans le temps, les BD. Moi, puis on s'est mis un petit peu là-dessus, moi, à cause de Mathieu, parce que je veux pouvoir échanger avec lui. Là. Mais le artwork, récemment, il est encore plus débile que ça. Là. Il a vraiment steppé up. C'est quelque chose. Sincèrement, là, je vous le conseille d'aller faire des petits coups des fois des BD. Parce que c'est sûr que les histoires ne sont pas aussi élaborées que des romans, mais ne serait-ce que pour le artwork, des fois, là, vous allez rester assez surpris. Encore une dépense, là, c'est ça que tu me dis, là. On est des gars. Ouais, Hey, c'est Mathieu, sûr que les curieux, BD, c'est plus dispendieux. Ouais. Il va falloir que je me prévoie un budget, là, je pense. Mathieu, je suis curieux, tu lis beaucoup des bandes dessinées de Star Wars? Ouais, j'ai pas mal lu. J'ai lu celui-là qu'on a en ce moment. Fait qu'en ce moment, ça continue. C'est quoi que tu veux dire? C'est laquelle t'as préféré ever de Star Wars? Ben, c'est pas une, mais c'est une série, c'est Darth Vader, le Sillon Noir des Sith, j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu en as déjà lu aussi de Dr. Aphra? Non, ça me dit. Je pense pas qu'on l'a. Il y en a certains où il y a Vader aussi, c'est assez bon, je te le conseille. Au début, là. Dr. Aphra, qui est l'archéologue du Star Wars. OK. Qui a travaillé beaucoup à Darth Vader. Mais je vous dis, la BD que Mathieu a dit que c'était sa préférée, là, l'artwork là-dessus, là, encore là, je mets Claude en lien, là, c'est quelque chose. On est vraiment ailleurs, là. Sincèrement, là, bravo. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont quelque chose à dire? Ah, Hugo, il a l'air à dire qu'il va nous texter. Ah, ben, on va remercier Hugo. Hein. Hugo, il est avec nous, là, mais il est d'Europe. Donc, il est quand même 3h30 chez eux présentement. Donc, je suis super content. C'est notre premier Européen invité. Fait que tu vas rester dans les. Ça va rester, écoute, ça va être publié. Fait que tu es enfin mis officiellement dans les podcasts Star Wars Littérature Québec. Donc, merci. Je remercie tout le monde sérieusement d'être venu. C'est notre plus gros groupe depuis le début. On va prendre une petite pause pour la saison estivale qui s'en vient. Mais on va reprendre en force pour les 5 ans de Star Wars Littérature Québec en septembre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas là pour la saison estivale. On va être là quand même. Mais vu que l'été arrive et que l'été au Québec veut dire plaisir, donc on va rester à l'écoute, mais on va être un petit peu moins là. Donc, je vous remercie à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire pour le mot de la fin? JF? Ben, vas-y, Benoît. Je peux vous dire, j'ai hâte à vendredi pour Obi-Wan, cette nuit-là. Ah, c'est bon, oui. 2 épisodes. Oui, monsieur. Mais merci les garçons d'organiser ça. Je le dis à chaque fois, mais pour vrai, c'est super le fun. Je trouve ça le fun d'échanger avec vous autres. Je me sens moins toute seule dans mon chez nous, à lire mon Star Wars, et avoir personne à qui en parler. Fait que je trouve ça bien le fun de pouvoir jaser avec vous autres. C'est vraiment le fun. Ben, merci. C'est ce que j'allais dire. Encore une fois, c'est pas du tétage. Un gros merci à Claude de nous
pouvoir nous permettre de faire ça. Personnellement, je ne sais pas si c'est gros ce que je dis ou têteux, mais ça ne l'est pas têteux, ça je vous le confirme. Je trouve que Claude fait beaucoup pour la littérature de Star Wars au Québec. Il nous sort les BD, il nous sort les nouvelles, il nous sort les romans. Là. Vraiment, merci Claude. Là, je cherche le mot, la propagande positive de la littérature de Star Wars. Je pense que c'est pas mal toi qui est un top 3, peut-être même numéro 1 au Québec. Là, avec ton groupe, tu en fais beaucoup. Là. Vraiment, merci beaucoup. Là, ça me permet de rencontrer des passionnés comme a dit Michel. Un gros merci pour ça. Puis j'ai bien aimé pouvoir échanger avec vous pour Rogue One. J'espère que ceux qui n'ont pas lu les romans vous ont donné le goût et que ça vous a donné, que vous avez trouvé ça intéressant même si vous n'avez pas lu. Moi, merci aussi pour cette rencontre. C'est vraiment le fun de vraiment parler littérature, parler des personnages, aller en détail. Et pour ceux qui sont aussi maniaques que moi et qui sont à jour dans la lecture, Brotherhood, le dernier sorti en anglais. J'ai commencé. C'est Anakin et Obi-Wan. Pour l'instant, il y a de l'air excellent. Donc, c'est prometteur. Ça se passe au début, juste après l'épisode 2, juste après le début de la guerre des clones. Donc, c'est une des premières. J'ai peut-être 40 pages de lu. Et déjà, il y a de l'information supplémentaire sur la relation Obi-Wan-Anakin qu'on ne savait pas. Puis comment il a appris, c'est déjà, il y a déjà de l'information intéressante qu'on ajoute. Puis, ils s'en vont dans une mission. Là, donc, c'est prometteur. Excellent, ça. Oui. Juste vous dire avant que... Okay. Vas-y, Guillaume, je vais aller après toi. Est-ce qu'on sait de quoi va parler la prochaine réunion? C'est une bonne question. C'est le fun de se préparer un petit peu. Oui, effectivement, mais comme je vous dis, vous allez avoir le temps parce que, dans le fond, ça ira pas. Le prochain va aller au mois de septembre. Fait qu'on va vous teaser en masse cet été là-dessus, et ainsi de suite. Fait que inquiétez-vous pas. Puis on va même vous demander votre opinion, puis plein de choses. Fait que faut qu'on travaille là-dessus, moi et JF, cet été. Mais c'est fun de faire un groupe comme ça, un groupe de livres. Peut-être une suggestion, vu que tu t'en vas bientôt aux États-Unis voir Timothée Zahn, peut-être un spécial roman Timothée Zahn, toute sa gamme, je ne sais pas. Pourquoi pas? Écoute, c'est sûr que j'y ai déjà pensé. Là. Tron, moi, ça me fait capoter, fait que oui. Mais inquiétez-vous pas des sujets, là, on a tellement qu'on... on en a plus que moins, fait qu'on ne manquera pas d'affaires, et ainsi de suite. Dans le pire des cas, tu peux toujours starter un genre de sondage sur le groupe. Oui. Quel livre a été le plus lu ou je ne sais pas. Là. Oui, c'est ce que je pensais faire là, pendant le break d'été. Effectivement, vous demandez vos opinions, et ainsi de suite. Merci beaucoup d'être tous là. JF, je crois que tu voulais dire de quoi avant la fin? Oui, je vais vous dire, une fois qu'on va arrêter l'enregistrement, qui est clos, on va dire le mot de la fin. Restez, j'ai une petite invitation à titre personnel à vous faire. Donc, c'est ça. Je vais laisser Claude faire le mot de la fin. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis après ça, je vous ferai mon invitation. Vas-y, Claude. Excellent. Je vous remercie beaucoup de vos bons commentaires. Dans le fond, je réponds à une demande qui m'a été demandée beaucoup souvent de faire ça. Ça n'a pas été possible, mais avec mon collègue JF, Jean-François, on a réussi à le réaliser. On est vraiment content, on est vraiment heureux. Je suis vraiment content que vous soyez aussi heureux que moi là, de participer à ça, et ainsi de suite, parce que sans vous, les participants, ça ferait rien. Fait que merci beaucoup 1000 fois. Puis merci à tous. Puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre capsule, un autre podcast dans le merveilleux groupe Star Wars Littérature Québec. Donc, merci à tous et à la prochaine.